bonsoir, bienvenue à Droit des Réponses. Droit des Réponses, c'est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse, qui ont fait la grande une des journaux au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à l'affaire Martinez-Zogo qui connaît un nouvel épisode avec la fin de l'information judiciaire et l'ouverture imminente du procès. Faites entrer l'accusé, écrit Mutation, qui note qu'ils sont 17 inculpés bientôt devant la barre. Ces mises en cause, écrit le journal Le Jour, sont poursuivis pour complicité de torture, d'arrestation, de séquestration, d'assassinat et de violation de consignes. La nouvelle expression zoome sur les accusés, les rôles supposés et les charges retenues contre eux selon l'ordonnance de renvoi signée à cet effet par le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. Une ordonnance de renvoi qui confirme pratiquement point pour point les différents résultats de l'enquête préliminaire menée par la commission mixte, mais une ordonnance de renvoi qui met en nu les pratiques curieuses au sein de la DGRE et qui, dans l'opinion publique, suscite de nombreuses interrogations. Comment la torture peut apparaître comme une pratique régularisée au sein de la DGRE? Et sait-on là-bas que le Cameroun a signé des conventions internationales contre la torture? Arrêter un journaliste, le fouetter, lui couper une oreille, lui casser une cheville, lui verser de l'huile rouge et de la farine avant de le bastonner avec un câble spécial, lui enfiler un câble dans l'anus et l'étrangler afin qu'il cesse de parler des membres du gouvernement et des autorités du pays. Est-il un droit de réponse? Est-il acceptable dans un état de droit? Le procès qui va s'ouvrir n'est-il pas finalement celui de l'évaluation de l'état de droit dont se prévaut le Cameroun? Le procès qui va s'ouvrir dans l'affaire Martinez-Zogo n'est-il pas finalement l'occasion pour les magistrats de montrer au peuple qui les regarde que c'est en son nom que la justice est rendue? Mais au fait, Martinez-Zogo ne dénonçait-il pas des choses plus ou moins connues, comme ces dérives dénoncées il y a quelques jours encore par l'honorable Nkwa Feugue, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale. À l'ouverture de la session de mars, elle a condamné l'affairisme, les guerres de positionnement et surtout la recherche effrénée de l'argent des élus de la nation, faisant d'eux des complices de la malgouvernance et ipso facto des co-responsables de la souffrance du peuple. Ce qui fait dire à Mutation que la doyenne d'âge charge les députés. Comment comprendre ce vibrant réquisitoire contre les errements des protégés du régime pour reprendre la grande une du journal Le Messager? 2 fois déjà en 2 ans à l'ouverture de la session de mars que cette matriarche militante du RDPC parle comme des opposants. Est-ce le chant du cygne ou l'illustration de l'échec du système gouvernant actuel? Quoi qu'il en soit, alors que l'Assemblée nationale fait son procès, pour reprendre mot pour mot la grande une du journal Émergence, alors que le procès Martinez-Zogo va bientôt s'ouvrir, Jean-Michel Nitieux lui annonce un autre procès. Il vient de déposer plusieurs plaintes au tribunal de grande instance de Foudia Yaoundé, l'un contre le chef de l'État Paul Biya pour cumul de fonctions et l'autre plainte contre Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République pour usurpation de fonctions du président de la République du Cameroun. Selon une correspondance dans ce sens parvenue à notre rédaction, la démarche de l'honorable Jean-Michel Nitieux vise à obliger le chef d'État à démissionner de sa fonction de président de la République pour demeurer président national du RDPC ou l'inverse. Et celle contre le GPR vise à rétablir le fonctionnement normal des institutions de la République conformément à la Constitution et aux lois. Quels sont les fondements juridiques d'une telle démarche? Quels peuvent en être les dividendes politiques pour le FCC de Jean-Michel Nitieux? Jean-Michel Nitieux, qui, il faut le rappeler, a initié une coalition de partis politiques de l'opposition et invité les forces vives à rejoindre cette plateforme qui vise à fédérer toutes les véritables forces du changement autour de la candidature de Maurice Kamto à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. En face, notre Panorama Papers apparaît un projet semblable, l'Alliance pour une transition politique, où on trouve des figures comme Joshua Ossi ou encore Cabral Libi. N'est-ce pas ce genre de situation qui donne l'image d'une opposition camerounaise divisée et prépare le terrain de la victoire future du parti au pouvoir? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de Droit des Réponses qui reçoit ce dimanche d'abord Aristide Mono. Bonjour, bienvenue. Bonjour Duval Fangwa, bonjour à tous les co-discutants du jour, bonjour à tous les téléspectateurs. J'aimerais
profiter de ce mot introductif pour faire un clin d'œil au commissaire de police principal, monsieur Jacques Roger Méfiré, que j'ai par hasard retrouvé comme ça dans la ville de Monatélé. Il opère désormais de ce côté-là. J'ai eu l'insigne honneur d'échanger avec lui sur des questions liées au maintien de l'ordre, déjà en tant que pratiquant et aussi en tant qu'enseignant. Et la leçon que j'ai tirée de cet échange, c'est qu'il faudrait que régulièrement ceux qui ont la charge du maintien de l'ordre, c'est-à-dire les fonctionnaires de la police, fassent des efforts pour essayer d'instituer un dialogue avec les usagers pour comprendre les mécanismes et pouvoir détecter facilement les abus qui sont généralement perpétrés par certains égarés. Donc j'aimerais lui témoigner mon amitié tout en souhaitant que ce que nous nous sommes dit soit matérialisé, soit acheminé à la haute hiérarchie. Parce que le Cameroun, c'est également cela. On peut ne pas être d'accord sur certaines positions, mais sur d'autres, on essaye de trouver des moyens pourvu que le Cameroun gagne, pourvu que la patrie gagne. Avec quoi on parle de Roger Méfiré, c'est l'ancien numéro 2 du GMI à Douala, c'est bien ça? Effectivement. D'accord. Un clin d'œil au commissaire Méfiré. Je pensais que vous vouliez faire un clin d'œil aux femmes à l'occasion du 8 mars. Pas encore. Je l'ai fait le 8 mars. C'était à Vouri 5e avec les femmes du MRC qui m'ont invité. Ce qui était un peu curieux, ce qui était un peu bizarre dans la tête de certains qui pensent que nous allons rentrer dans l'autocensure. C'est-à-dire que tout ce qui va avec le MRC, on doit l'éviter au risque de se faire étiqueter comme militant du MRC ou alors proche du MRC. Je pense que je ne vais pas rentrer dans cette autocensure. Le parti qui m'invite, je m'en vais et on discute, on essaye d'échanger. Et j'étais très ravi de trouver une communauté de femmes assez dynamique et aussi très attachés au débat, à la discussion publique, la discussion politique, au moment où d'autres étaient dans des festivités, des ABAP du côté de Douala 5e, Ouvri 5e. Je vous assure, jusqu'à 22h, les femmes étaient encore assises pour réfléchir et non pour danser. Ça m'a beaucoup marqué. Je crois que c'est un exemple à suivre par les autres formations partisanes. Essayer de profiter de ce genre de situation pour engager des réflexions au sein des partis. C'est aussi ça la formation politique des militants. Donc j'ai été très ravi par cet accueil. J'ai été très ravi de retrouver le régional Vouri, je crois Vouri 1, Massoma, qui est arrivé à une heure tardive pour prendre part à cet échange. Mais ce n'est pas que dans les partis que vous allez, vous avez souvent été au REDAC et dans bien d'autres organisations. Exactement, invité pour donner Social-Démocratic Front sur un certain nombre de sujets. Donc voilà. Georges Teguin, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour au panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs, merci de m'accueillir. Mais souhaitez bonne fête aux femmes. Et bien évidemment, vous imaginez, c'est leur semaine. Je souhaite une bonne fête à toutes les femmes. Et je voulais quand même dire un mot sur la défaite de M. Nganou. Il dit que le RDPC continue à le soutenir. Nous lui adressons tous nos encouragements dans cette épreuve. Pourquoi passer l'épreuve du RDPC? Écoutez, nous le faisons pour d'autres citoyens. Moi, je l'ai dit aux femmes, tout à l'heure, la paix des femmes du MRC, je n'ai pas dit RDPC et MRC, je dis les femmes. M. Nganou est le seul qui a participé au combat de la nuit d'il y a 2 jours. Donc, je lui présente nos encouragements. Nous lui disons que nous souhaitons qu'il se rétablisse parce qu'il peut même s'inspirer du RDPC. En 92, on était pratiquement couché par terre. On a perdu une élection législative, mais on a travaillé. Aujourd'hui, on a la majorité. Donc, qu'il se mette à travailler, qu'il comprenne que dans la vie... Finalement, qui inspire qui là? Parce que on se souvient que le 11, le président demandait que tout le monde s'inspire de Nganou. Non. Aujourd'hui, c'est Nganou qui va s'inspirer du RDPC. Devant les échecs, on s'inspire de ceux qui ont échoué avant pour apprendre. C'est la formation. La vie, c'est une école. La vie, c'est une école. Si vous voulez vous former, je vais vous inspirer des échecs des autres pour redémarrer, redécoller. C'est pas, je disais même un échec, peut-être le mot est péjoratif. Il faut plutôt dire que c'est un accident de parcours, qu'il continue à travailler, qu'il se dise bien que c'est arrivé, et voilà, qu'il travaille.
Déjà, il n'était peut-être pas dans sa catégorie, il n'était pas dans une discipline qu'il maîtrisait. Il y a tout un tas d'excuses. Il doit se mettre à travailler pour être à la page. En tout cas, le RDPC lui souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve. Le RDPC le rassure de ce que nous sommes totalement à ses côtés et sommes disposés à l'accompagner dans les efforts qu'il entreprendra pour retrouver son meilleur niveau. Et dans le même sillage, il faut rappeler que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, au nom du gouvernement, a adressé également une lettre dans ce sens à Francis Ngannou après le combat qu'il a perdu dans la nuit de vendredi à samedi contre Anthony Joshua au deuxième round sur KO. Maître Elisée Sikati, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à tous les autres invités qui sont sur le plateau également. Bonjour également à ceux qui nous font plaisir, l'honneur de nous regarder depuis chez eux. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour encourager davantage les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est vrai que sur le terrain, on constate qu'il y a une véritable effervescence parce que beaucoup de Camerounais comprennent qu'il est possible d'obtenir le changement au Cameroun en passant par la voie démocratique que constituent les urnes. Nous les encourageons à aller s'inscrire et également nous demandons à tout le monde dans son entourage de veiller à ce que on s'inscrive. C'est très important. Pourquoi? Parce que la démobilisation politique ne profite qu'au parti au pouvoir. Donc nous sommes convaincus au MRC que si les Camerounais s'inscrivent massivement, d'ailleurs cet élan est en train de être vu sur le terrain, si ça continue comme ça, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'en dépit des malversations et aussi de la mauvaise foi des États, il n'y a pas de raison que les Camerounais, au soir de la proclamation des résultats justes des élections qui sont déroulées, et bien que le MRC et ses amis voient ces candidats être plébiscités. Donc je voudrais aussi inviter ceux qui ne sont pas encore inscrits, parce que nous qui sommes sur le terrain, il arrive que les gens s'approchent de nous pour nous demander comment on fait pour s'inscrire. Je voudrais leur dire qu'à défaut de se rendre auprès des antennes communales de leur commune ou bien de leur quartier de résidence, il est également possible de s'inscrire dans les campagnes d'inscription massive qui sont organisées, par exemple par la MRC lors des descentes sur le terrain, où nous le faisons de concert avec des agents de l'ERICAM. Voilà, dont ceux qui sont par exemple à Douala, on voit que le MRC est déployé sur le terrain pour ce type d'initiative républicaine et électorale. Et ça se passe comme ça partout. Tous les segments du MRC sont impliqués dans le même processus, partout sur le territoire camerounais. Et nous exhortons les Camerounais à ne plus se dire, parce qu'il y en a certains qui se disent, mais on va voter, ça va changer quoi? Il ne faut pas se dire, on va voter, ça va changer quoi? C'est comme si vous dites, je ne vais pas à l'école parce qu'il y a mon voisin qui est parti à l'école avant moi et puis il n'a pas eu de travail. Vous savez, dans la vie, on n'a pas forcément la même chance. Il peut arriver que par le passé, le scrutin a été truqué et que demain, les partis politiques s'impliquent à fond pour que la marge de la fraude soit réduite afin que l'opposition gagne. Alors, est-ce que vous avez remarqué, pour ce qui concerne par exemple la célébration de la Journée internationale de la femme, qu'il y a comme une sorte de baisse d'engouement par rapport aux femmes? Ce n'est plus la grande mobilisation populaire. Dans les parades et les festivités, c'est beaucoup plus une affaire des entreprises, c'est beaucoup plus une affaire des ministères. Est-ce que c'est un constat que vous avez également fait? Bon, ce n'est pas un constat qu'il est fait seul. Je pense que la plupart des Camerounais constatent qu'il y a quand même l'impact négatif de la vie chère qui crée une petite entorse dans le déroulé de la fête du 8 mars depuis un certain nombre d'années. Avant, c'était une occasion, je peux dire, d'explosion générale pour la quasi-totalité des femmes, notamment les femmes, je dirais, un peu de la classe ménagère. Voilà, bon, aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus une fête qui est confisquée par une élite féminine. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous parlez des femmes des entreprises. Mais je pense qu'au-delà de tout, mais certains y voient par exemple une prise de conscience de la femme qui s'est rendu compte que c'était davantage la dépravation des mœurs, les donneries, et qu'aujourd'hui il faut monter d'un cran, moi je comprends des réflexions, etc. Ce n'est pas ça. Parce que même quand vous allez dans des milieux où les femmes d'élite, donc par exemple les entreprises,
sont en train d'organiser des événements. Vous voyez qu'en général, ce n'est pas des événements qui tournent autour des discussions en caractère scientifique ou idéologique. En général, bon, ce sont des occasions de réjouissance où ça se termine toujours voilà, autour de quelques boissons, des agapes. C'est pas l'aspect originel de la fête, c'est-à-dire l'implication de la femme de la classe ouvrière voilà, dans la revendication des droits des femmes. Ce n'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, moi je suis convaincu qu'il n'y aurait pas cette impécuniosité générale qui est en train de paupériser beaucoup de Camerounais, que les femmes fêteraient encore comme avant. Et à partir de ce moment, on peut se dire que s'il en était ainsi, ce serait parce que l'État a failli dans son devoir de cadrer les différentes classes sociales sur la qualité des sujets de réflexion. Donc, à mon avis, c'est une contingence et puis malheureusement, ça ressemble un peu à ce qu'on connaît dans tous les autres secteurs. Alors, Edmond Kanga, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval Fangwa, bonjour aux copanélistes. Je renouvelle mes salutations amicales, fraternelles et cordiales aux millions de téléspectateurs fidèles de Droit de Réponse, ainsi que ma sincère affection. Edmond, il y a une image qui a circulé, qui continue de faire le tour. La première dame débarque à la place du défilé dans le véhicule du président de la République du Cameroun. Est-ce un message ou une méconnaissance du fonctionnement de la République et du symbole, ou je veux dire, de ce que représentent les symboles de la République? Je pense que c'est davantage une connaissance de ce que représentent les symboles de la République. Si nous sommes en République, il y a les armoiries de la République, il y a les symboles de la République. Le président de la République incarne une institution. Et il faut le dire, pour le rappeler, le véhicule du chef de l'État, ceux qui font attention, c'est écrit au niveau de l'immatriculation PRC. Cela signifie président de la République. Lui seul a le droit d'entrer dans ce véhicule. Il peut arriver des moments où, lors d'une cérémonie officielle, lors d'une fête légale, le chef de l'État se déplace avec son épouse dans le véhicule présidentiel. Et là, c'est normal. Le chef de l'État est avec son épouse dans le véhicule du président de la République. Mais cela sonne un peu faux. Lorsque le véhicule officiel du président de la République est utilisé par l'épouse du chef de l'État pour une cérémonie qui n'est pas une fête, ni une fête légale, qui n'est qu'une cérémonie d'une journée internationale, certes, des droits de la femme, le problème qui se pose, c'est que cela donne l'impression, je parle bien de méconnaissance des symboles de la République, ça donne l'impression, c'est-à-dire en première lecture, que l'épouse du chef de l'État, au moment où elle circule, elle est dans la voiture du chef de l'État, c'est le président de la République qui est en mouvement. Or, l'épouse du chef de l'État n'est pas le président de la République du Cameroun. Elle n'a jamais été élue président de la République du Cameroun. Elle n'a aucune fonction constitutionnelle. Donc, il y a une méconnaissance des symboles du protocole de l'État. Ça, il faut le dire. Et une chose qui a attiré mon attention, c'est qu'à un moment donné, j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention. C'est qu'à un moment donné, la CATV qui couvrait l'événement, à un moment donné, s'est peut-être rendu compte de ce problème qui est en train de se poser. Et lorsque je regardais de très près le véhicule du président de la République, emprunté par l'épouse, la première dame, on a eu le sentiment qu'on ne voyait plus l'immatriculation PRC, cela semblait flouter. En tout cas, on avait le sentiment qu'ils avaient compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ce n'était pas normal dans le protocole de l'État qu'elle se retrouve dans ce véhicule qui est le véhicule du président de la République. Ça, c'est une chose qu'il faut dire avec beaucoup de force. Parce que nous sommes dans un contexte sociopolitique très particulier. Et vous savez, les luttes de pouvoir en ce moment impliquent des acteurs, des portes du régime. Et dans des clans dont on parle dans la presse et les réseaux sociaux, on parle aussi. Certains parlent aussi de la première dame. C'est pour cela que je voudrais ici et maintenant ne pas penser que c'est
quelque chose de volontaire. Je pense que c'est probablement quelque chose d'accidentel ou d'une méconnaissance des symboles de la République et non pas une provocation. Je voudrais qu'on revienne aux sujets qui ont été annoncés en sommaire. Aristide Monod, en ouvrant avec l'affaire Martinez-Zogo, qui a retenu l'attention de la presse en début de semaine en parcourant quelques manchettes. Mutation, faites entrer l'accusé, 17 inculpés devant la barre. Et le journal revient sur ce que révèle l'information judiciaire. Et cette information judiciaire, il faut vous rappeler, est maintenant close, puisqu'il y a une ordonnance de renvoi qui a été signée par le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. Mais Aristide Monod, il y a quand même un certain nombre de curiosités lorsqu'on parcourt cette ordonnance de renvoi. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui ont retenu votre attention? Effectivement, Duval, avec beaucoup d'émoi et de consternation. Certes, vrai, rien n'est conclu jusqu'ici. On n'est que dans des hypothèses parce que les accusés ont encore la possibilité d'aller se défendre devant le juge. Mais toujours est-il que ce que nous avons lu rejoint effectivement ce que nous avons toujours pensé des Camerounais en général, de l'État du Cameroun en particulier et aussi de son service de renseignement. Première des choses, on s'est rendu compte que les Camerounais sont dans une sorte de misère indescriptible qui fait en sorte que chacun est prêt à vendre son âme, à vendre l'âme de son frère à vil prix. Lorsque vous apprenez par exemple qu'il y a des gens, d'une manière ou d'une autre, sont accusés d'avoir participé à ce crime très odieux et macabre, moyennant des sommes aussi dérisoires. On évoque des chiffres de 15 000 francs, de 20 000 francs. On se demande c'est quel type de misère qui peut frapper des agents ou fonctionnaires de l'État ou des entreprises publiques. On parle notamment de... il y a un agent de la DGRE qui a fourni la fiche de localisation sans respecter la procédure légale. Il y a également un autre qui a produit la fiche technique. Celui qui a produit la fiche de localisation a reçu plus tard du colonel Justin Nanoué 20 000 francs et celui qui a produit la fiche technique 15 000 francs. Et tout cela sont depuis pratiquement un an maintenant sous mandat de dépôt et vont donc se retrouver finalement devant le juge du tribunal militaire. On imagine lorsqu'on apprend ça que ça doit faire très mal pour les familles, pour les enfants. Une affaire de fiche, une affaire de 15 000, 20 000. C'est pourquoi je disais tantôt qu'on n'arrive pas à justifier ce type d'acte au cas où finalement ça se conforte devant le juge, ça se conforte à travers une décision finale. Mais toujours est-il que c'est une pratique courante au Cameroun où on a affaire à des individus, des agents de l'État qui sont prêts à vendre leurs âmes, à vendre les âmes de leurs frères, de leurs proches pour des sommes aussi minables. Et ça questionne. Ce n'est pas seulement un problème de mentalité, ce n'est pas seulement un problème de cupidité, il y a un véritable problème de misère au Cameroun. Nous sommes dans une situation de précarité qui expose désormais n'importe quel agent, qu'il soit au cadre, qu'il soit moyen cadre, qu'il soit chômeur, à des situations de corruption, ma foi, injustifiées. C'est la première chose que j'ai observée. La deuxième chose, c'est le fait qu'on soit en train de décrire avec une certaine facilité une situation aussi macabre. Vous avez évoqué quelques segments, quelques séquences de ce qui serait arrivé à Martinez-Zogo. Vous allez vous rendre compte que cela conforte l'idée qu'on a toujours eue de l'inhumanisme qui travaille beaucoup de Camerounais. On se demande où est-ce qu'ils puisent autant de courage, autant de cynisme pour mettre un terme à la vie de leurs compatriotes avec une mise à mort aussi barbare, une mise à mort aussi inhumaine. Il est donc clair qu'aujourd'hui, on se rend compte que nous avons atteint un degré de délabrement mental qui fait en sorte que les Camerounais n'ont plus peur de rien.
on est dans une situation de spectacularisation de la barbarie. Mais ce qui gêne davantage, c'est l'implication de l'État, l'implication des moyens de l'État, les ressources humaines, ressources matérielles, ressources intellectuelles, parce que le mode opératoire est celui qui est pensé intellectuellement par une institution qui a toujours, ma foi, prospéré dans ce type de mécanisme. Il est clair que en lieu et place, comme je l'ai dit tantôt dans une de mes chroniques cette semaine, en lieu et place des services de renseignement au Cameroun, on a affaire à une police politique. Lorsqu'on apprend par exemple que Martinez Ozogo était suivi par la DGRE depuis 2015, ça fait pratiquement 8 ans, 9 ans qu'il est suivi. On se demande bien quelle est la menace que portait effectivement Martinez Ozogo en dehors de bavarder au quotidien sur les antennes d'amplitude FM. Je ne sais pas si au bout de ces 8 ans de filature, on a eu à observer que Martinez Ozogo avait des liens quelconques avec une organisation terroriste, une organisation sécessionniste ou une organisation de déstabilisation de l'État, c'est-à-dire une organisation de putschistes. J'aimerais bien savoir que la DGRE nous présente des justifications, des justificatifs aussi qui pourront nous rassurer qu'effectivement elle était dans son bon droit de suivre un Camerounais juste parce qu'il dénonce au quotidien la malgouvernance et des écarts de gestion dans notre pays. Et on interroge la proportionnalité. Est-ce qu'il fallait mobiliser des moyens aussi costauds pour tuer une mouche comme Martinez Ozogo? Est-ce qu'on avait besoin de déployer autant de barbarie pour neutraliser un petit Martinez Ozogo? Je rappelle qu'il n'était pas assez costaud, il n'était pas également un pratiquant des arts martiaux. Il avait d'ailleurs l'air frêle pour ceux qui l'ont vu de son vivant. Et il me semble que là, on a utilisé le marteau pour neutraliser une mouche. Et pour revenir sur cette différence que nous avons eu à faire entre les services de renseignement et les services de police politique, on se rend compte qu'au Cameroun, on a un renseignement qui est utilisé non pas pour l'intérêt de la population, mais pour l'éternisation d'un clan au pouvoir, l'éternisation d'un individu au pouvoir. Toutes les actions des clans menées jusque-là par la DGRE, c'est dans le sens de la neutralisation de ceux-là qui peuvent mettre en difficulté l'ordre gouvernant. Or, ailleurs, les services de renseignement, c'est pour aller voler l'intelligence économique, l'intelligence scientifique, l'intelligence technologique. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui peut être utile à notre pays, qu'on voit ailleurs, et qu'il y a une fermeture de ce côté, on peut infiltrer ces réseaux pour voler l'intelligence, également prévenir les crises. Nous avons eu la crise de Boko Haram qui nous a surpris à partir de 2013, nous avons eu la crise sécessionniste qui continue de nous affecter considérablement, commencé en 2016. On n'a pas vu vraiment des actions d'éclat en termes de prévention de cette crise. Mais lorsqu'il faut prévenir les services comme la DGRE, en réalité, c'est une police qui devait s'occuper notamment de la collecte des renseignements pour la bonne décision du chef de l'État. Pour les bonnes décisions. C'est-à-dire les Gestapo. Exactement. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps de revenir sur les services de renseignement qu'on voit ailleurs, Allemagne, Angleterre et les États-Unis, où on se rend compte que les prouesses technologiques, les prouesses scientifiques, ou alors leur ascendance scientifique, technologique sur les autres puissances est d'abord un exploit de leur service de renseignement. Est-ce que vous pouvez me citer un seul exploit du service de renseignement camerounais dans le domaine scientifique, dans le domaine technologique, dans le domaine intellectuel, dans le domaine économique? D'ailleurs, vous allez voir, là on a toujours cité la DGRE au Cameroun, c'est dans des choses louches, dans des choses pas du tout gaies à entendre. Et c'est vraiment très déplorable qu'en situation de démocratie, en situation de république, on ait encore affaire à des polices politiques masquées. Pourtant, un bon service de renseignement pour le Cameroun serait la chose la mieux appropriée pour son développement. Maître Georges Téguin, lorsque on parcourt quand même cette ordonnance de renvoi, il y a des choses qui donnent froid au dos. On dit que les instructions ont été données par les responsables de la DGRE pour faire taire Martinez Ozogo,
Bon, alors, Aristide Monod revient un petit peu sur ce que doit être une sorte de service secret, mais lorsqu'on apprend qu'il était question de l'arrêter, on l'a arrêté, on l'a fouetté, on lui a coupé une oreille, il était question de couper une oreille, casser une cheville, on l'a roulé dans l'huile de palme avec la farine, on a utilisé un câble spécial pour le fouetter, on lui a enfilé un câble dans l'anus, et lorsqu'on parcourt le rapport médical, ça c'est tout dans l'ordonnance de renvoi du docteur Ekani, il conclut qu'il est décédé suite à une strangulation après une torture. Alors, lorsqu'on regarde tout cela, la question qu'on se pose, est-ce que lorsqu'on interroge tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, en tout cas les éléments d'allige pour l'essentiel, on a l'impression que c'est une pratique qui est même pratiquement régularisée au sein de cette institution. Est-ce que cela ne fait pas froid au dos? Est-ce qu'une institution comme celle-là échappe, n'est-ce pas, aux conventions internationales, par exemple, que le Cameroun a signé avec d'autres États, avec les organisations internationales pour la lutte contre la torture? Le Cameroun est un État de droit où aucune institution n'est au-dessus des lois et des normes. Où toutes les institutions sont sous le couvert de la Constitution de la République, les conventions régulièrement ratifiées, les lois de la République, les règlements. Il n'y a pas une institution au-dessus des lois au Cameroun. La preuve, c'est que lorsqu'il y a un problème, les institutions sont traduites devant les organes compétents. Permettez-moi quand même, parce que j'ai entendu des choses tellement graves, ce qu'a dit Edmond tout à l'heure. Il dit PRC, c'est président de la République, c'est présidence de la République. Vous allez voir, même d'ailleurs, parfois les gens savaient que quand ils sont invités à la présidence de la République, on leur donne des badges. Ce n'est pas président de la République, c'est présidence de la République. Et le véhicule de monsieur le président de la République, je parle encore sous son contrôle, vous l'avez souvent vu, il est affecté au président Macron quand il est en séjour ici. Mais il n'est pas l'élu, il est Camerounais. C'est dit que monsieur le président de la République peut affecter son véhicule ou un véhicule de la présidence de la République au service d'un citoyen. C'est lui, le président de la République, qui décide. Et au moment venu, les Camerounais apprécieront, à l'occasion du prochain scrutin présidentiel, s'il a pris les décisions qu'ils étaient en droit d'attendre de lui. C'est comme ça que ça se fait en démocratie, il n'y a pas d'autre façon. Donc le président peut prêter son véhicule à n'importe qui pour aller à une cérémonie. C'est son pouvoir. C'est son pouvoir discrétionnaire. S'il le fait mal, lors des prochaines élections, les Camerounais apprécieront. Puisqu'il est élu pour 7 ans. Dans un an, en principe, il y aura une élection. Et à ce moment, les Camerounais nous diront s'il a bien fait d'affecter son véhicule à X, Y ou Z. La preuve, je dis encore une fois, je parle sous le contrôle du consultant, à l'occasion de la visite du président Macron ici, il était dans le véhicule présidence de la République du Cameroun. Il n'est pas le seul, il y en a même plusieurs qui ont eu le bénéfice de ce véhicule. Moi, personnellement, j'ai vu à Yaoundé, à l'époque, Foucault était arrivé au Cameroun et je l'avais vu dans le véhicule du président de la République. Avec le président ou sans le président? Sans le président de la République. Il avait envoyé son véhicule le chercher à l'aéroport. Ça peut arriver. Ça se fait. C'est le véhicule. Dans ceux qui ont flotté en 8 ans. Excusez-moi. je vais vous dire une chose. C'est vous qui le dites. Moi, je dis, un véhicule n'est pas président de la République. Non, c'est présidence de la République. Maintenant, monsieur le président de la République, en vertu de ses pouvoirs constitutionnels, peut dire, j'affecte telle chose à telle chose. C'est lui. La preuve, c'est que, par exemple, il allait à Ibolova, on lui a offert un terrain à titre personnel, un immeuble. Il a dit, je donne ça à l'État pour construire l'hôpital de référence d'Ibolova. Il l'a fait. C'est son pouvoir, c'est lui. Il l'a fait. Donc, il faut faire si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas d'accord, lors des prochaines élections, vous ne votez pas. Alors, maître, on va avancer. Je vais avancer. Parce que avant, il y a aussi quelque chose que j'ai entendu. M. Monod a une tendance à une généralisation. C'est là où je ne suis pas souvent d'accord dans sa prise de parole. M. Monod dit, les Camerounais sont affamés. Les Camerounais ont des problèmes. Il y a les Camerounais, non. Il faut dire certains Camerounais. Parce que la DGRE n'est pas responsable de tout ce qui s'y passe. Il y a quelques personnes qui ne travaillent pas comme la DGRE demande de faire. La preuve, c'est que j'ai reçu personnellement quelqu'un qui travaille dans une banque. Je ne vais pas donner le nom parce qu'il n'a pas fait la publicité. Il a reçu un client, le monsieur est venu laisser les petites cartes à l'époque Orange, enfin, de la téléphonie mobile avec on grattait et c'était 1000 francs. Le monsieur a laissé ça devant lui et il a bougé. Lui, il a gratté, il a mis chez lui. À l'issue d'une enquête, on a découvert que c'était lui qui a été licencié de la banque. Ça, ce n'est pas la DGRE. C'est des comportements regrettables de quelques citoyens. Et ça n'autorise pas, sauf si on est en démocratie, M. Monod a le droit de s'exprimer, quelqu'un a dit que les Camerounais sont responsables de telle situation. Non, on ne peut pas généraliser.
il y a eu un comportement regrettable de certains agents de la DGRE et M. Monod regrette que pourquoi on suivait le feu à Martinez. La preuve, il est mort. Vous comprenez qu'on avait de bonnes raisons de s'occuper de lui. La preuve, il est mort. On le suivait pour le tuer? Non. La preuve, c'est qu'il fallait assurer sa sécurité. On le suivait pour assurer sa sécurité. La DGRE a été finalement défaillante à la fin. La DGRE assurait sa sécurité. Maintenant, certains agents de la DGRE, agissant maladroitement, en violation des consignes, c'est écrit dans l'ordonnance. Mais c'est paradoxal. En violation des consignes. C'est écrit dans l'ordonnance. Ça, c'est intéressant. Il faut que c'est écrit dans l'ordonnance. La DGRE assurait la sécurité. Et la DGRE est encore responsable de... Certains agents de la DGRE, en violation des consignes, c'est écrit dans l'ordonnance. En violation des consignes. Il y a combien de DGRE finalement là? Il y a une seule DGRE. Mais laquelle assure la sécurité? Bon, excusez-moi. Lorsque je vous prends le cas de celui qui a gratté à la banque, c'est la banque qui est responsable. C'est quelqu'un qui agit. On met en matière pénale la responsabilité pénale et personnelle, la sanction individuelle. Je passe sous contrôle d'un avocat sur le plateau. En matière pénale, vous ne faites que dire on. Et c'est même là où moi je suis embêté parce que vous me faites participer à un débat sur une ordonnance qui a déjà été rendue et qui peut être attaquée par la voie de l'appel ou alors à l'occasion du procès. Il ne faut pas commenter une telle décision. Simplement, je veux revenir sur ce que M. Monod a dit en disant ceci. Vous ne pouvez pas rendre la DGRE responsable de la mort de Martinez Zogo. Non. La DGRE a eu des informations sur lesquelles la sécurité de M. Martinez Zogo était en danger. La DGRE a pris les dispositions qu'il fallait en s'occupant particulièrement de lui. Et elle a pu s'occuper de lui pendant 8 ans de manière régulière. Qui incarne la DGRE, Maître Teguin? Mais, monsieur, c'est la République. C'est nous tous. Il y a un patron de la DGRE, non? Oui, mais c'est nous tous. Il répond à la DGRE? Oui, mais c'est nous tous. C'est nous tous. La DGRE n'est pas là pour... Moi y compris. Bien sûr. DGRE. Mais vous êtes là, vous ne savez pas que vous êtes là pour assurer la sécurité de votre pays. Vous ne savez pas que vous participez à l'œuvre de sécurité. C'est une œuvre collective. Je parle sous le contrôle du consultant. C'est un travail collectif. Monsieur Fangwa, j'ai eu l'occasion de vous le dire ici. Monsieur Fangwa, tenez-le vous pour dit. Vous êtes né dans le berceau de la République. L'infirmière, la coucheuse qui vous a accouché, la coucheuse de la République. Vous avez fait l'école de la République. C'est pour ça aujourd'hui vous travaillez pour la République. Votre devoir, premier, c'est de servir la République. Votre devoir. Servir la République, c'est quoi? C'est que si vous entendez, par exemple, qu'il y a un cas d'insécurité patent ici à Equinox, votre devoir, c'est de saisir la police. C'est un devoir républicain. Vous devez participer à l'œuvre de sécurité. Parce que, et si vous voyez dans les grands pays, je parle sous le contrôle même du consulteur de tout le monde, de vous tous, dans les grands pays, en général, on s'arrange toujours. Et on dit souvent qu'on donne l'allocation familiale pour les enfants et tout ça. Lorsque vous avez bénéficié de tout ça, après on vous dit que, je prends un exemple au hasard, la France a un problème. Vous dites que vous ne participez pas. On dit la France vous a tout donné. Vous devez rendre à la France ce qu'elle vous a donné. Mais monsieur, il faut rendre au Cameroun ce qu'il vous a donné. C'est comme cela. Donc, vous ne pouvez pas venir sur un plateau à 1 heure de grande écoute, comme le fait monsieur Monod, dire que la DG est responsable. Non. C'est écrit dans l'ordonnance, en violation des consignes. C'est écrit. Oui, c'est écrit en violation. Ça veut dire que la DGE avait des consignes strictes et claires. Et puis, deuxièmement, même dans l'hypothèse que vous voulez m'imputer que le responsable de la DGRE serait le directeur de la DGRE, il est présumé innocent. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement démontré. Donc, jusqu'à présent, je dis la DGRE travaille normalement. La preuve, c'est que 8 ans après le travail qu'elle faisait sur un citoyen, on est passé outre des instructions en violation des consignes de la DGRE. Certains agents véreux, nous regrettons leur comportement, mais nous disons que jusqu'à présent, ils sont présumés innocents, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé. Donc, je veux qu'on distingue les Camerounais, qu'on distingue la DGRE, qu'on distingue les agents de la DGRE, et qu'on ne vienne pas nous dire, à 1 heure de grande écoute, j'ai suivi effectivement son édito de cette semaine, où il a évoqué les services secrets qui allaient chercher des informations. Mais monsieur, les services secrets servent à tout. Ce n'est pas seulement à l'intelligence économique. Ils servent aussi à sécuriser le territoire de la République. Voyez un peu ce qui se passe chez les voisins, vous voyez ce qui se passe chez nous. Notre pays est relativement en sécurité. Il y a beaucoup de problèmes que les pays doivent oui, bien sûr, relativement en sécurité. Les citoyens camerounais sont relativement en sécurité, rassurez-vous. Je vois ce qui se passe dans les pays voisins. Il y a même un pays voisin qui est pourtant, vous avez vu le nombre d'élèves qu'on a enlevé ces jours-ci. Donc, faisons un peu attention à ce que nous disons. Plus de 6 000 morts en moins de 5 ans, nous sommes relativement en sécurité. Ben écoutez, c'est vous d'abord qui donnez les statistiques. Et c'est pas qui vous les tenez. Mais moi, je sais une chose, c'est que nous sommes
relativement en sécurité. Ce n'est pas la sécurité parfaite, ce n'est pas la sécurité complète. Moi, j'ai vu en France, il y a eu l'attentat du Bataclan, on a entré à Charlie Hebdo, on a tué des gens. Pourtant, c'est des grands pays. On est allé à Nice, quelqu'un a marché sur la promenade des Anglais, il a tué des gens. Ça peut arriver. Il y a eu le 11 septembre 2001. Donc, ça peut arriver, les conditions comme ça. Mais nous sommes relativement en sécurité. Nous voulons ici rendre un hommage à nos forces de sécurité qui travaillent pour que nous puissions tenir des émissions comme celle-ci. Parce que sinon, on serait totalement dans une situation de non-droit. Alors, Maître Désiré Sikati, qu'est-ce qui retire votre attention? Je voudrais quand même préciser, et vous avez raison de le dire, Maître Teghem, on parle de ordonnance de renvoi, on parle de 17 inculpés qui sont envoyés devant le tribunal, qui maintenant va se charger, n'est-ce pas, de désigner s'ils sont coupables ou non. Et nous avons toujours l'occasion de rappeler sur ce plateau ces dispositions, n'est-ce pas, Déclaration universelle des droits de l'homme du 18 décembre, non, du 10 décembre 1948, que tout individu accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès juste et équitable dans le strict respect du droit de la défense. Donc on va attendre effectivement que le tribunal puisse rendre sa décision pour qu'on sache si ces personnes sont finalement coupables ou non. Mais il y a quand même des faits qui restent constants, Maître Désiré Sikati, et sauf si Maître Teghem va nous dire qu'il est possible qu'au terme du procès, qu'on nous dise que Martinez Zogo n'a pas été tué, ou bien qu'il n'a pas été enduit d'huile de palme, de farine, ou qu'on n'a pas enfui un câble dans son analyse, etc. Ce sont quand même des choses qui nous interpellent, qui nous amènent à nous interroger sur ces pratiques-là. Est-ce que ce sont des pratiques qui sont acceptées dans un pays comme le Cameroun qui a signé des conventions internationales contre la torture? Est-ce que ce n'est pas un problème? Bon, mais déjà, je suis surpris que vous soyez surpris par les propos de Maître Teghem. Parce que d'après moi, il fait comme souvent, il dit la messe de sa chapelle. Et j'aurais été vraiment contrarié s'il avait dit le contraire. Vous savez, l'affaire Martinez Zogo a ceci de particulier, qu'aujourd'hui, on peut se dire que la justice a avancé d'un cran. Parce que souvenez-vous, au départ, pour que le mécanisme judiciaire soit enclenché et que les personnes qui étaient suspectées dans cette affaire soient interpellées et entendues, ce n'était pas facile. Il y avait une véritable pesanteur qui donnait l'impression que la justice, qui aurait dû s'auto-saisir, ne fonctionnait pas normalement, au point où c'est suite à je pense que c'était un communiqué ou bien une décision de la présidente de la République, que des enquêtes ont été instrumentées par une commission mixte composée des gendarmes et des policiers. Donc, et d'ailleurs, à l'époque, on avait également vu que certains organes de presse internationaux étaient montés aussi au créneau pour dénoncer cette latence dans les procédures d'enquête. Et dans les jours qui ont suivi, nous avons tous vu que les principales personnes qui sont aujourd'hui impliquées dans cette affaire-là ont été interpellées et la procédure a suivi son cours. Bon, je disais que pour moi, c'est déjà... il y a aussi quand même visiblement une constance dans cette affaire, parce qu'on remarque que les personnes qui avaient été interpellées au terme des enquêtes, dans le cadre des enquêtes préliminaires par la commission mixte, c'est à peu près, je veux dire que c'est à peu près les mêmes personnes qui sont retenues là maintenant, qui sont renvoyées devant le tribunal. Je ne suis pas sûr, je ne vois pas l'intérêt de cette observation à partir du moment où, quand on lit l'ordonnance de renvoi, on se rend compte que les 17 personnes qui sont renvoyées devant le tribunal militaire, voilà, sont pratiquement celles qui avaient été interpellées. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y en a un certain nombre qui ont été mis hors de cause et libérés. Par exemple, le beau-père de Amogo Bilinga, voilà, lui également, il avait été interpellé, il avait été libéré. Je suppose que bon, son implication n'a pas été démontrée. Moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est de constater que le juge d'instruction a remis en scène, il a démontré que toute la mission qui avait été enclenchée par la DGAE contre Martinez Zogo, c'était une mission régulière. C'est-à-dire que toute la hiérarchie, tout l'organe exécutif décisionnel de la DGAE avait accepté cela, était d'accord pour cela. C'est bien écrit. En dehors de Amogo Belinga, Eko, Bruno Bidjan ou bien Martin Savon,
tous les autres 13 personnes qui sont renvoyées devant le tribunal militaire ont dit que la mission qui avait été assignée contre Martinez Zogo était une mission régulière. Et c'est à partir de ce moment que je suis quand même inquiet de voir qu'on peut, dans un service de renseignement d'État, un service de renseignement qui est supposé veiller sur la sécurité nationale, sur les menaces qui pèseraient sur le Cameroun venant de l'extérieur ou bien venant de l'intérieur, je suis quand même stomaqué de voir qu'un service de renseignement de cette envergure peut concentrer toute son énergie contre un journaliste qui fait son travail de récolter les faits et de les présenter à ses auditeurs. Je suis quand même surpris parce que dans la même ordonnance de renvoi, il est dit que les agents de la DGE disent qu'on lui avait demandé de faire taire Martinez Zogo parce qu'il passait son temps à parler des hauts commis de l'État, des membres du gouvernement, des autorités. C'est quand même assez scandaleux. Et quand je me rends compte que des agents de la DGE peuvent être manipulés, je dirais que c'est une manipulation politique. Parce que je ne comprends pas que d'un matin comme ça, les agents de la DGE décident d'organiser une opération clandestine contre Martinez Zogo, alors que ça ne fait pas partie, voilà, de leur mission habituelle. Je pense que dans le système de gouvernance du régime au pouvoir, des structures comme la DGE sont utilisées aujourd'hui plus pour traquer les politiciens de l'opposition que pour veiller sur la sécurité de l'État. Et lorsque vous avez transformé la mission originelle d'un organe délicat comme la DGE, ben, ne vous attendez pas, ne soyez pas surpris qu'un matin, eh bien, les agents de la DGE se retrouvent en train de faire, dans les opérations clandestines, de poser des actes dans les opérations clandestines, exactement comme ils le feraient dans le cadre des opérations qui sont commanditées, qui seraient commanditées par le régime contre les opposants. Quand je lis les méthodes, parce que l'ordonnance, c'est qu'il faut quand même féliciter chez le juge d'instruction qui a rendu cette ordonnance de renvoi, c'est la qualité du travail qu'il a fait. Il a détaillé les infractions, élagué les responsabilités comme s'il s'agissait d'un jugement rendu à la suite d'un procès contradictoire. Quand vous lisez sa décision, vous avez l'impression qu'il a rassemblé toutes les preuves. Il est allé au-delà de ce qu'on attend d'un juge d'instruction ordinaire. Je ne veux pas préjuger sur ce qui sera dit devant le tribunal militaire lors de la phase de jugement, mais je dois avouer que à ce moment-ci, je me pose la question de savoir, d'ailleurs, on l'a souvent dit, la DGRE n'a plus sa place dans le fonctionnement des institutions camerounaises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de services de renseignement, mais la DGRE, dans son format actuel, qui donne l'impression d'avoir été conçue beaucoup plus comme une police politique pour traquer les citoyens. J'ai du mal à comprendre que depuis 2015, que la DGRE ait décidé de mettre un journaliste sur surveillance, quelqu'un qui fait un métier réglementaire, reconnu, pour laquelle il a une carte de presse. Il fait exactement ce que la loi lui donne le droit de faire. C'est un travail. Mais vous le mettez sous surveillance au point où, le 23 janvier 2023, son corps est retrouvé dans une carrière avec des traces de strangulation, avec des traces de torture, des oreilles coupées. Mais attendez, je ne veux pas citer tout ça. Je pense quand même qu'il y a un véritable problème. Quand je regarde les méthodes de la DGRE, pourquoi est-ce que je dis que ça ressemble beaucoup plus à des méthodes qui sont commanditées par le régime dans des cas autres que celui de Martinez Zogo, et que Martinez Zogo, malheureusement, a payé le prix de ce que des personnes étant formées pour faire ce genre de choses ont également fait ça contre lui. Quand je vois par exemple mon camarade de parti, Pascal Zamboué, la façon dont on l'avait interpellé ici à Douala ressemble pratiquement à ce qui est décrit dans l'ordonnance du juge d'instruction concernant le cas de Martinez Zogo. Ça ressemble à ça. Donc à partir de ce moment, ne peut-on pas conclure qu'en réalité, la DGE au Cameroun n'est plus un service de contre-espionnage, n'est plus un service qui doit intervenir dans la sécurité proactive. Parce que quand je parle de sécurité proactive, il s'agit de dire, par exemple, que l'on s'attendait, un citoyen normal se serait attendu à ce que la DGE prévienne les autorités en charge de la gouvernance de notre État de ce que si, par exemple, la crise anglophone n'est pas bien gérée pour déboucher sur une guerre.
C'était le rôle de la DGE de savoir que les attaques de Boko Haram commençaient au Nigeria pourraient se répercuter plus tard au Cameroun. Mais on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. C'est pourquoi je dis, on ne peut pas avoir un service de renseignement dont la cible principale, c'est sa propre population. Et à partir de ce moment, c'est même pas une réforme, il faut dissoudre cet organe-là. Parce que sur le plan, il y a au sein des différentes structures militaires, policières et de la gendarmerie que nous avons au Cameroun, on a des départements dédiés qui s'occupent aussi des questions liées à la sécurité de l'État. Je pense que la défaillance de la DGE, personne ne peut la contester dans le cas d'espèce. Et au-delà de la justice que nous demandons, il est aussi de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent de donner au moins l'impression, parce que demander que ce soit fait avec certitude, ce serait une gageure, mais il est aussi de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent de donner l'impression aux Camerounais que les institutions qui sont mises sur pied sont des institutions crédibles. Et justement, à ce sujet, Maître Sikati, en tant qu'acteur, n'est-ce pas, du monde judiciaire, quels peuvent être les véritables enjeux de ce procès qui va s'ouvrir? Est-ce que ça va pas être, est-ce qu'on ne va pas considérer que ce procès se joue véritablement, ou bien et l'évaluation de l'état de droit, l'évaluation de la véritable indépendance de notre justice? Vous savez, moi je suis un grand défenseur de l'indépendance de la justice. Et je suis de ceux qui ont souvent porté la voix des magistrats, qui voudraient bien faire le travail, mais sont empêchés de le faire parce qu'ils sont mis aux ordres. Ils ne peuvent pas le dénoncer publiquement parce que dans les semaines qui suivraient, ils recevraient des représailles. Donc je suis un grand défenseur, fervent défenseur de l'indépendance de la magistrature, donc notamment les magistrats du siège qui rendent leurs décisions en fonction de la loi et de leur conscience. Mais je pense aussi que dans cette affaire, la société civile, les organisations politiques doivent être à côté comme des éclaireurs, comme des observateurs. C'est important. Parce que nous sommes malheureusement dans un système, je l'ai souvent dit, le maître Tégué même qui défend le régime, il le sait. Le pouvoir judiciaire au Cameroun est totalement subjugué par le pouvoir exécutif. Et je comprends votre crainte. Je comprends votre crainte. Les magistrats du tribunal militaire sont donc des fonctionnaires qui relèvent d'une hiérarchie militaire. Votre appréhension, c'est est-ce qu'ils ne courent pas aussi le risque d'être soumis à un diktat sur le contenu des décisions qu'ils vont prendre? Ça, c'est possible. Je ne peux rien dire, je ne peux pas savoir ce qui va se passer, mais je dis quand même, on a vu, la société civile s'est battue. Les médias se sont battus. D'ailleurs, je tiens un coup de chapeau à Equinox spécialement, qui s'est impliqué, qui s'est plié en quatre pour que la vérité soit sûre. On ne sait pas encore la vérité, mais le processus pour savoir cette vérité est déjà enclenché. Donc je pense qu'il faut rester en veille. Parce que même les magistrats, quand le magistrat Zié Pierrot, le juge d'instruction Zié Pierrot qui a rendu cette ordonnance, je ne peux pas évaluer la décision, mais à mon avis, je pense qu'il a réussi quand même à franchir un certain nombre d'écueils. Et lorsque vous avez au sein de l'appareil judiciaire quelqu'un qui travaille comme ça, il faut avoir le courage et le bon sens de dire félicitations. Moi, je souhaiterais, tout ce que nous demandons, c'est la vérité. Nous ne sommes pas là dans un procès, dans une démarche qui tendrait à condamner d'office quelqu'un qui n'aurait rien fait. Mais en même temps, nous n'accepterions pas aussi que les gens qui sont impliqués, peut-être en raison des accointances qu'ils ont avec certains hauts commis de l'État, en raison de leur puissance, de leur autorité, qui se débinent des mailles de la justice. Nous n'accepterons pas ça. Et ça doit être une obligation morale pour chaque Camerounais de veiller à ce que la justice en tout temps soit dite dans le bon sens. Ce qui est arrivé à Martinez Zogo peut arriver à tout le monde. Si il est dit aujourd'hui qu'il est établi que Martinez Zogo faisait l'objet d'une surveillance, d'une filature même, parce que les surveillances de la DGRE généralement peuvent conduire aux filatures, depuis 2015. Vous pensez qu'il ne peut pas avoir d'autres Camerounais qui seraient dans la même situation que lui? Et si nous, en tant que les hommes politiques, en tant qu'hommes politiques, en tant que vous, en tant qu'hommes des médias, les gens de la société civile, notre responsabilité, c'est de dénoncer, c'est de s'ériger contre ça pour que ça ne se reproduise plus. Si nous rentrons dans une forme de connivence, parce que quand j'écoute Maître Tegem,
À certains moments, je pense qu'il faut être capable d'enlever sa carapace de politicien ou bien ta carapace de partisan pour entrer dans le bon sens, pour entrer dans la logique, pour entrer dans ce qui est logique et qui est légitime, pardon. Donc, moi, je rêve d'une société où l'engagement politique ne devrait pas faire l'objet de représailles mesquines d'un parti au pouvoir. Il faut que cette culture-là, ça doit rentrer dans nos gènes. Je ne dis pas ça à Maître Teguem parce qu'il est de l'opposition ou bien parce qu'il est du RDPC, mais il faut que les gens du RDPC se mettent dans la tête que l'environnement dans lequel nous vivons doit être garanti par des institutions crédibles. Très bien. Alors, Edmond Kamgia, il a évoqué une préoccupation, justement dans le cas de cette affaire Martinez-Zogo. Pour beaucoup de Camerounais, le plus important, c'est que la justice soit rendue et que plus jamais, n'est-ce pas, qu'on assiste à des situations comme celle-là où un individu peut être arrêté n'importe comment, dans quelles conditions, maltraité, comme ça a été le cas Martinez-Zogo, et qu'on le retrouve plus tard mort. Et à côté de cet enjeu, il y a une autre affaire, il y a une autre situation qui interroge, c'est la manipulation qu'il y a autour de cette affaire avec des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui écrivent un certain nombre de choses qui peuvent justement avoir un impact ou bien qui peuvent impacter positivement ou négativement, n'est-ce pas, les juges ou bien la justice rendue dans cette affaire. Oui, M. Fangoua, avant de répondre à cette question, je vais revenir sur ce que M. Georges Teguem a dit tout à l'heure. Comme pour me contredire par rapport à l'analyse que j'ai faite sur les symboles de la République qui sont banalisés, je réitère ce que j'ai dit. J'ai commencé mon propos en disant que le président de la République incarne une institution qu'on appelle la présidence de la République. J'ai dit que le véhicule qu'utilise le chef de l'État est immatriculé PRC. PRC, c'est en rapport avec la présidence de la République. C'est normal. C'est en rapport avec la présidence de la République. Parce que ce véhicule est utilisé par celui qui a reçu le mandat du peuple pour l'utiliser au Palais de l'Unité. Georges Teguem, je crois qu'il veut un peu nous embrouiller, ou embrouiller les téléspectateurs, en jouant sur les mots, en créant la confusion et l'amalgame. Parce que je dois préciser ici que le chef de l'État, lorsqu'il reçoit son hôte, dans le cadre soit d'une visite de travail, soit d'une visite officielle, soit d'une visite d'État, à chaque type de visite correspond un type de solennité précis. Et en l'occurrence, des véhicules sont affrétés à l'hôte du président qui l'accueille comme au moment de son départ. Il n'a pas besoin d'utiliser le véhicule du président de la République. J'insiste là-dessus. Parce que des véhicules sont mis à la disposition des hôtes du président, qui a avec lui toute une délégation. Je le dis, qualité. Je ne vais pas vous rappeler les études que j'ai faites, M. Georges Teguem. C'est pour dire qu'il joue effectivement sur les mots, il embrouille, il crée la confusion, il ne revient pas sur le sujet qui a donné lieu à son commentaire. Le sujet, la question que vous m'avez posée, est-ce que Mme Chantal Biya, épouse du chef de l'État, qui rentre dans le véhicule du président de la République et immatriculée PRC toute seule, se déplace pour une cérémonie, soi-disant, supposons, officielle, mais ce n'est pas une fête légale, j'insiste là-dessus. La journée internationale des droits de la femme n'est pas une fête légale au Cameroun. Et le lieu sur lequel elles seront pour la cérémonie, aux côtés de Madame la ministre de la famille et de la femme, pour présider la dite cérémonie, est un lieu important dans la République. C'est le boulevard du 20 mai. C'est un lieu de symbole également. Et en temps normal, ce lieu n'est réservé que pour les fêtes légales. Je dis bien pour les fêtes légales. C'est-à-dire le 20 mai, la cérémonie, la fête de l'unité nationale, et le 11 février. Pas pour d'autres types d'actes, d'événements. Parce que ces journées auraient pu être organisées sur des lieux différents. Ce n'est pas une obligation que cette journée soit célébrée sur le lieu où on l'a vu, à Yaoundé. J'insiste là-dessus.
par rapport au protocole de l'État, par rapport à l'esprit et à la lettre des fêtes légales. Je dis bien fêtes légales, parce que la Journée internationale des droits de la femme n'est pas une fête, ni une fête légale. Ce n'est pas une fête, ni une fête légale au Cameroun. Et dans le respect des symboles de la République, le véhicule du chef de l'État est utilisé par le chef de l'État. Lorsqu'il a des hôtes, il affrète des véhicules à leur disposition. Et son épouse, qui n'a aucune fonction constitutionnelle, ne se retrouve dans son véhicule que lorsqu'il se déplace dans le cadre d'un couple présidentiel. Je tiens à le dire et puis je réponds à votre question. Alors la question portait justement sur cette tentative de manipulation de l'opinion publique à travers des sorties sur les réseaux sociaux en rapport avec cette affaire Martinez-Zogo. Oui, effectivement, il y a une grande tentative de manipulation, on le voit sur les réseaux sociaux, on le lit même dans certains journaux. Et on a le sentiment aujourd'hui que depuis l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de spéculations, tantôt pessimistes, tantôt optimistes, mais de plus en plus, on a l'impression qu'il y a une tendance qui est forte à la manipulation. Une manipulation qui vise à ne pas parvenir à ce que nous souhaitons ici sur ce plateau, à ce que nous souhaitons ici à Equinox Télévision, à ce que nous souhaitons au groupe La Nouvelle Expression, à ce que nous souhaitons à Radio Equinox. C'est-à-dire quoi? La vérité dans l'affaire Martinez-Zogo. La vérité sur l'assassinat de Martinez-Zogo. Qui a tué Martinez-Zogo? Qui a commandité l'assassinat de Martinez-Zogo? Nous le disons pourquoi? Parce que de fond en comble, quand on parcourt l'ordonnance de renvoi, on se rend bien compte, à travers les chefs d'accusation des uns et des autres, sur les 17 personnes qui sont impliquées dans l'affaire, sur les 17 inculpés, et qui vont bientôt répondre de leurs actes devant le tribunal militaire, nous pensons qu'il est bon, ici et maintenant, que l'opinion publique nationale et internationale sache que le juge d'instruction a fait son travail. Il a clos l'information judiciaire et il a transmis le dossier et maintenant il revient au juge du jugement, le juge du tribunal militaire, de faire sa part. Et nous l'espérons toujours dans la sérénité afin que la justice soit dite dans cette affaire. Mais je ne pourrais pas ne pas revenir sur un aspect qui me semble-t-il est très important. Le rôle, l'implication d'une institution qui aurait dû nous rassurer l'État du Cameroun, rassurer les citoyens sur son rôle de contre-espionnage dans la République qui se veut exemplaire, l'expression de vous, la République exemplaire en Constitution. Nous avons le sentiment que la DGE est allée au-delà, n'est-ce pas, de ce qu'on attendrait d'elle. En vertu de ce que, Maître Guem, vous avez dit, l'état de droit. Si le Cameroun est véritablement un état de droit, la DGE n'a pas pour mission de torturer les citoyens. La DGE, comme tous les autres services de sécurité de la République, doivent respecter la loi, doivent respecter notamment les accords, traités et conventions régulièrement signés et ratifiés par le Cameroun, y compris la convention contre la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants. Voyez-vous dans cette affaire, je ne suis pas en train de plaider, mais je vous dis que c'est très grave, les faits sont graves. Un journaliste qui faisait son travail, rien que son travail, a été assassiné. On voit que dans cette affaire, le journaliste était filé longtemps auparavant, depuis 2015. C'est plus tard qu'il est assassiné. Mais Georges Tegem dit que c'était pour sa sécurité qu'il était en filature. Donc, voulez-vous nous dire que tous les Camerounais sont filés? C'est-à-dire que nous, ici sur le plateau, c'est-à-dire qu'on nous file. Je ne sais pas depuis combien d'années, peut-être c'est depuis 2015 que je suis également filé, je ne le sais pas. Donc, tous les Camerounais qui exercent leur profession en toute liberté seraient peut-être filés par la DGE. On ne sait pour quelle raison, mais vous dites c'est pour leur sécurité. Et à la fin, on se rend compte que quelqu'un qui était filé pour sa sécurité est assassiné par l'institution qui est censée s'assurer qu'il est en sécurité. Mais il y a une forte contradiction.
Où on file quelqu'un pour s'assurer sa sécurité et veiller à ce que rien ne lui arrive et que finalement rien ne lui arrive. Mais si à la fin l'institution qui assure la filature dans cette affaire est finalement impliquée dans l'arrestation, après la filature, arrestation, séquestration, torture, assassinat. Et je vous dis, c'est très grave. Parce que nous avons tout un patron de la DGRE, l'équivalent de la CIA aux États-Unis, qui se retrouve dans les liens de la prévention, avec un maillon essentiel de la DGRE, le directeur des opérations. C'est-à-dire celui-là en qui le directeur de la DGRE doit avoir la totale confiance. Mais visiblement, les deux se retrouvent dans le même sac. Et ce n'est pas rassurant pour la sécurité des citoyens dans ce pays. Parce que, voyez-vous, dans cette affaire, on s'est rendu compte à un moment donné que le directeur des opérations, le colonel Ndangwe, se rendait auprès d'un autre inculpé, à qui il donnait des informations contre des petits dépannages. L'information n'est pas de nous, mais c'est de l'un de ses avocats. Des informations de première main sur la sécurité de la République, sur la sécurité des voisins, des États limitrophes du Cameroun. En quelle qualité cet inculpé recevait ce type d'informations, dont l'exclusivité relève de la compétence exclusive, la tautologie, la compétence exclusive du président de la République. En fait, cela signifie que le chef de l'État n'est pas en sécurité. Il n'est pas en sécurité. Quand un citoyen, quel qu'il soit, peut instrumentaliser les services de la République, de la sécurité, notamment la DGE, à son compte ou à son profit. Et on voit, à la fin, un journaliste a été assassiné. Nous espérons véritablement que la manipulation va s'arrêter et que les juges vont dire le droit pour que la vérité soit rendue, la justice soit rendue dans cette affaire. Il faut rappeler à Aristide Monod que les choses que dénonçait Martinez Zogo dans son émission Embouteillage sur Amplitude FM relèvent notamment de la gouvernance et ce sont des dénonciations, des critiques qui sont plus ou moins connues. D'ailleurs, cette semaine encore, on a entendu la loi d'âge de l'Assemblée nationale revenir sur un certain nombre de ces éléments, notamment la question de l'affairisme au sein de l'Assemblée nationale, la course effrénée vers l'argent. Ce sont les termes utilisés par l'honorable Laurentine Nkouafegue, qui, il faut le rappeler, remet tout simplement une couche, puisque l'année dernière, à pareille occasion, c'était toujours à la session de mars, elle était montée au créneau pour dénoncer la malgouvernance et les différents scandales de la République. Cette fois-ci, elle s'en prend vertement aux députés qu'elle accuse d'absentéisme notoire. Elle dit que c'est pratiquement au forceps qu'on a souvent atteint le quorum pour pouvoir prendre les décisions, adopter les lois à l'Assemblée nationale. Et elle pose la question aux députés. Nous sommes là depuis 4 ans, depuis 48 mois. Est-ce que nous avons la conscience d'avoir bien fait notre travail? Elle interpelle ces députés-là et elle les rend un tout petit peu co-responsables, n'est-ce pas, de la souffrance, de la misère dans laquelle baigne le peuple camerounais aujourd'hui. Quelle est l'analyse que vous faites de cette interpellation? Duval, vous allez me permettre de rétablir une petite chose. Vous savez, nous sommes dans un contexte un peu complexe où les uns et les autres aimeraient avoir certaines têtes sur leur plateau. Vous vous souvenez encore de ce responsable d'un des ministères inutiles du Cameroun qui a cru bon de déformer mon propos en estimant que je l'ai mis dans une liste à problème des vautours de la République. Et là, Maître Tegem venait de me faire porter les paroles que je n'ai pas tenues sur ce plateau. Je n'ai jamais dit que la DGRE est responsable de l'assassinat de Martinez Zogo. Dans mon exposé, il était question de démontrer que de manière globale, au-delà de la question de Martinez Zogo, que la DGRE est totalement différente des services de renseignement ordinaires. Elle opère beaucoup plus comme police politique. Et j'ai inscrit cela dans une généralité tout en demandant à ce que cette DGRE
comme le disait Maître Sikati, soit réformée et qu'elle opère non pas dans la traque exclusive de ceux qui peuvent déstabiliser politiquement ou alors des opposants politiques, qu'elle opère également dans le sens du développement intégral du Cameroun en essayant de voler les secrets dans le domaine technologique, le domaine scientifique, le domaine économique. Donc je n'ai jamais dit que la DGRE est responsable de l'assassinat de Martinez Zogo. Au contraire, c'est lui qui a voulu démontrer que la DGRE est responsable de la mort de Martinez parce qu'il dit que depuis 2015, elle était en charge de la sécurité de Martinez. Alors si vous avez tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de quelqu'un et qu'en fin de compte, cette personne-là finit par être en situation d'insécurité et que vos éléments sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette insécurité, ça signifie que c'est vous qui êtes responsable. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de Maître Tegem. Moi, j'ai dit Martinez Zogo était la cible selon ce qui a été dit dans l'ordonnance. Il a été qu'il était une cible de la DGRE. Voilà, dossier presse, je crois, depuis 2015 et j'ai inscrit ça dans un certain contexte et dans une certaine routine et il y a des éléments dans lesquels, des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour dire que cela relève du fonctionnement routinier de la DGRE au Cameroun. Elle est beaucoup plus police politique que service de renseignement. Maintenant, revenons à ce qui a été fait comme dénonciation par la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale. Il est clair que Madame la doyenne était en train d'ouvrir une porte largement ouverte. Peut-être aujourd'hui, il y a une prise de conscience chez certains camarades du grand parti qui aujourd'hui, face peut-être à une situation de plus en plus précaire et hypothétique pour les uns et les autres, on est obligé de se désolidariser des pratiques pas du tout catholiques observées chez certains des grands camarades. Il faut rappeler que l'Assemblée nationale, lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale, c'est pratiquement le RDPC. Il n'y a que quelques éléments députés de l'opposition et d'ailleurs entre guillemets dans ce Parlement. Mais toujours est-il que lorsqu'on dénonce les mauvaises pratiques au niveau de l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus la majorité obèse du RDPC. Et il me semble que c'est connu de tous que nous avons beaucoup plus à faire du côté du Parlement, des affairistes ou des gens qui ont bénéficié au dernier moment de la largesse de la mansuétude du président de la République. Donc concrètement, nos députés, nos sénateurs ne sont pas forcément là pour le travail parlementaire qui se résume en deux éléments importants. Le premier élément, c'est la production de ce que l'exécutif doit exécuter au quotidien, ce qu'on appelle la production des lois, c'est ce que l'exécutif doit exécuter, et le contrôle de l'action gouvernementale, c'est-à-dire contrôler ce que l'exécutif doit exécuter qui a été défini par le Parlement. Or, aujourd'hui, on se rend effectivement compte que beaucoup rentrent dans ces institutions, non pas pour aller défendre le travail parlementaire, la production de ce que l'exécutif doit exécuter et le contrôle de ce qu'il a eu à exécuter, mais beaucoup plus pour des positionnements, pour la captation des rentes. D'ailleurs, ce n'est pas un secret pour les militants du RDPC, pour ce qui est de l'achat des investitures dans ce parti au niveau des députations, au niveau des mayorales. Il y a régulièrement ces pratiques d'achat des investitures. Pourquoi est-ce qu'on achète des investitures? Pourquoi est-ce qu'on dépense autant de millions pour acheter des investitures? C'est forcément parce qu'on veut récupérer après. Donc c'est un investissement qui attend tout naturellement des bénéfices. C'est également la captation des positions de pouvoir pour fructifier des économies, pour fructifier également ces investissements. Et également le fait que les uns et les autres ont beaucoup plus à faire au quartier que d'être là à l'hémicycle. J'ai eu à assister à plusieurs plénière à l'Assemblée nationale. Je vous assure, ce qu'elle décrit en termes d'absentéisme est une réalité notoire. On se demande bien pourquoi des gens, pour la plupart croulants, cherchent toujours à occuper des postes qu'ils ne peuvent pas exercer permanemment ou alors les exercer pleinement. On se demande bien si effectivement ceux qui viennent solliciter
au quotidien, les voix des populations veulent effectivement aller défendre leur voix au niveau de l'Assemblée nationale. Il me semble que tout ce qu'elle a eu à décrire, affairisme, absentéisme, c'est une réalité. Maintenant, il revient au peuple camerounais d'une manière ou d'une autre de mettre un terme à cela, parce que le simple discours de Madame la doyenne ne peut rien donner en termes d'impact. Ce n'est qu'au peuple camerounais de prendre conscience de ces manquements, de rentabiliser, capitaliser ces accusations qui sont formulées par quelqu'un de l'intérieur pour dire en début 2025, au cas où le calendrier est respecté. Il doit d'ailleurs être respecté pour ce qui est des élections législatives. On l'a déjà précisé une fois ici, que le président de la République n'a aucun droit, n'a aucun élément juridique pour renvoyer des élections législatives de 2025, parce qu'on parle généralement de cas de crise grave ou de circonstances ne pouvant pas permettre au président de faire autrement. Or, là, on se rend compte que le Cameroun ne connaît pas une situation aussi grave, plus grave que celle de 2020. Donc, aucune raison pour reporter les élections législatives. Il peut jouer avec les élections municipales parce que la Constitution n'est pas assez ferme sur la question. Donc, il revient aux Camerounais en 2025, début 2025, de tenir compte des propos qui ont été tenus, des dénonciations qui ont été faites pour dire qu'au niveau de nos circonscriptions électorales, au niveau de nos départements, qu'on ait désormais des députés qui partent à l'Assemblée nationale, non pas pour aller défendre leurs penses, aller défendre leurs privilèges, aller défendre leur affairisme, leur business, mais des députés qui ont conscience de ce qui attend normalement un député pour ce qui est du travail parlementaire, à savoir la production de ce que l'exécutif doit exécuter et le contrôle de ce que l'exécutif doit exécuter. Alors, Maître Georges Teguem, est-ce qu'on peut considérer là que la doyenne d'âge est en train de faire le bilan de la mandature qui est pratiquement en train de s'achever? Ça fait pratiquement 5 ans que ces députés ont été élus. Ça fait 4 ans qu'ils sont à l'hémicycle. On a 1 an du renouvellement de leur mandat. On peut considérer que c'est le bilan que la doyenne d'âge est en train de faire là. Enfin, vous savez, les commentaires sont libres en démocratie. Vous avez le droit de considérer que c'est un bilan, comme elle a le droit de s'exprimer. On est en démocratie. Dans un contexte démocratique, ça ne pose aucun problème. Je prends un bout. Un regard rétrospectif sur le temps écoulé à l'Assemblée nationale depuis notre élection en 2020 m'amène à me poser la question suivante. Qu'avons-nous fait de ces 48 mois de notre mandature? Avons-nous tous été réellement à la hauteur de la confiance placée en nous par les Camerounaises et les Camerounais? Je peux me tromper, mais la mention d'ensemble serait « pouvait mieux faire ». Est-ce que ce n'est pas un bilan, une sorte de bilan ça? C'est son droit de dire ce qu'elle veut, c'est ce que je vous dis depuis. On est en démocratie. Vous ne partagez pas cette remarque, cette observation? Écoutez, moi je ne suis pas député, elle s'adresse aux députés. Moi, je mais peux elle parle des députés des choses des Camerounais. Des oui, mais elle s'adresse aux députés. Elle dit, vous, 48 mois, elle ne s'adresse pas à Teguem, qui n'est pas député. Vous voulez que moi je juge un élu de la nation? Ça ne se fait pas. Moi je ne le ferai pas, de même que je ne ferai pas ce que M. Mounou vient de dire, qu'on ne peut pas proroger le mandat des députés alors que la loi le prévoit. Et la loi dit qui? Ce n'est pas M. le Président de la République. Donc moi, il y a des choses que moi je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire parce que je suis républicain. Excusez-moi, j'ai la République civile au corps. Je crois aux lois d'un pays. Je crois que nos institutions sont fortes parce qu'on les rend, parce qu'elles sont fortes parce que nous le voulons. Elles ne sont pas fortes d'elles-mêmes. Vous avez entendu M. Mounou comment il a fui tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a dit un truc et puis tout de suite il dit non, c'est pas ce qu'il a dit. Alors qu'il a bien dit que c'était la DGRE, comme d'ailleurs Edmond, il a dit tout à l'heure que c'est président de la République. Bon, il a fini par mettre que c'est président de la République, mais bon, comme mon confrère Sikati, il a dit la DGRE aurait dû prévenir Boko Haram. Il vous souvient bien que lorsque Boko Haram a commencé, le ministre Moukokom Bonjo était en situation de responsabilité au ministère des Relations extérieures. Quand un pays voisin avait demandé à passer par notre territoire, il avait refusé. Pourquoi il refusait? Vous savez, parce que la DGRE, le rôle que la DGRE a joué. Quand il dit que la DGRE devait prendre des informations à l'extérieur, je vois que le Cameroun a anticipé sur la décentralisation, parce que c'est l'agenda 2063 de l'Union africaine. Au Cameroun, on a anticipé. Depuis des années, on en parle. Est-ce que cette anticipation, ce n'est pas un travail de la DGRE qui allait chercher ailleurs? Je n'en sais strictement rien. Moi, je crois aux valeurs, je crois aux règles. Je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Alors, Maître Teguem, maintenant que vous avez fini de donner des coups, je suis pas sur des coups. Je suis pas sur des coups. Je réponds point par point. Là, on avait donné un mono. Je réponds point par point. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut être clair.
la DGRE n'est responsable de rien tant que la justice ne s'est pas prononcée. Les responsables de la mort de Martinez seront à un moment donné connus parce que la justice aura décidé. Et la DGRE avait-elle de bonnes raisons de mettre Martinez dans une situation particulière, comme je vois dans d'autres pays, on dit fichier X, fichier ceci. Je dis oui, la preuve c'est qu'à la fin, il est mort, assassiné. Et comment est-il assassiné? La justice nous le dira. Toujours est-il que dans l'ordonnance, il est dit violation des consignes. C'est-à-dire que les consignes de la DGRE, c'était sa sécurité et non sa mort. C'était sa sécurité et non sa mort. Maintenant, si l'honorable je reprécise la question. Vous avez dit que vous ne portez pas de jugement sur l'élu de la nation. Mais je pose la question maintenant en tant que citoyen. Oui. Parce que l'honorable Feghedi, elle pose la question aux députés. Nous sommes véritablement préoccupés des questions qui rendent difficile le quotidien de nos électeurs et électrices. Et elle revient sur la question des salubrités, les routes tombeaux. Bon, les routes tombeaux, c'est mon expression. La corruption, les coupures d'eau, d'électricité, difficile accès aux soins de santé, la fuite des cerveaux, etc. Est-ce que vous, en tant que citoyen, est-ce que vous avez le sentiment en tant que citoyen que ces préoccupations qui sont les vôtres ont été véritablement portées par les députés et que de ce point de vue, vous êtes prêt à renouveler le mandat de ceux que vous avez désignés, par exemple, dans votre circonscription à la prochaine mandature, à la prochaine législature? J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que ce n'est pas parfait. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'on a un déficit énergétique qu'il faut combler. On travaille. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que devant Equinox, avant la route n'était pas bien. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une amélioration. J'ai eu l'occasion de vous dire qu'avant, ceux qui vivaient à Bonabéry souffraient parce que le pont était étroit. Aujourd'hui, il y a un grand pont. J'ai eu l'occasion de vous dire qu'avant, le Cameroun avait un seul port. Aujourd'hui, il y a un autre à Kribi. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'au Cameroun, il y avait une seule faculté de médecine. Aujourd'hui, il y en a peut-être 7. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'avant, les gens de l'OPOM souffraient. J'ai fait un plateau ici avec un avocat, Limen, je le cite, il avait dit, mec des Bill Marot, to go to my house. Aujourd'hui, ils peuvent passer par l'hôpital général. Aujourd'hui, ils peuvent passer de l'autre côté. Les routes sont faites. Aujourd'hui, les gens qui habitent Dogbon ne se plaignent plus parce qu'on a mis le pavé. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'au marché Sandaga, on ne circulait pas, désormais on circule. J'ai eu l'occasion de vous dire que la voirie de Bafoussama était entièrement refaite. J'ai eu l'occasion de vous dire que la voirie de Garoua était entièrement refaite. J'ai eu l'occasion de vous dire qu'aujourd'hui, on est en train de travailler à Maroua. C'est dire qu'on travaille, mais il y a des améliorations à faire. Vous parlez un peu Est-ce qu'on est satisfait? Vous parlez un peu comme votre camarade du RDPC qui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Écoutez, je ne veux pas commenter. Excusez-moi. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'on sort parfois les termes de leur contexte pour les exagérer, aggraver, à plaisir. Quelqu'un s'exprime à une occasion, Madame le ministre, à une occasion et dit voilà ce qui sera fait. Et dit avant ça, qu'avait-il? Il n'y avait pas ça. On a trouvé le moyen d'aggraver une situation qui était contextualisée. Pour rien. Mais la preuve, c'est que vous me posez la question. Ça veut dire que vous trouvez qu'elle a dit qu'est-ce qu'il y a avant, c'est que... Et j'ai même vu des gens... C'est pour ça que vous comprenez ma question. Mais c'est ma compréhension. Vous pouvez insulter, vous posez votre question. Moi, j'ai ma compréhension, je peux me tromper. C'est pour ça qu'à l'école, on pose une question, il y a les 2 suivants, il y a les 20 suivants. Parce qu'il y en a qui se trompent dans l'appréciation. Donc vous avez posé la question, moi je réponds. Non, vous savez combien de... Non, je ne sais pas, c'est le public qui nous écoute. Moi, je pense qu'ici, je m'adresse au public. Il y a quelqu'un qui va affecter une autre. Ma question, je trouve que le rôle des députés, oui. Voter les lois oui. contre l'action du gouvernement. Est-ce que les députés n'ont fait que ça? D'accord, ok. Ils n'ont fait que ça. Du coup, c'est l'honorable Nkwa Fegué qui a un problème. Non, mais ils n'ont fait que ça. La preuve, c'est que sur la loi de finances, j'étais ici, vous avez dit qu'ils ont reçu assez tardivement, mais tout le monde l'a su, ils se sont plaints. Il a même, l'honorable Joshua aussi, je me souviens, même arraché le micro-ministre des Finances. Vous avez dit qu'il s'exprime là-bas clairement. Elle-même, elle s'exprime de manière très, très claire. On est dans un système démocratique. Un député peut s'exprimer. Je regrette une chose, ça je dois le dire, c'est qu'en principe, le débat parlementaire se fait entre les parlementaires. Et il y a là-bas des organes spécialisés pour régler les problèmes entre parlementaires. Donc je regrette que les problèmes entre parlementaires se retrouvent sur la place publique. Bien maintenant, on est dans un contexte démocratique. Et moi, je suis content que le président Biya, c'est un démocrate, qu'il laisse chacun s'exprimer. Il n'a jamais empêché qui que ce soit de s'exprimer. Moi, je suis content que la démocratie camerounaise fonctionne. Les Camerounais s'expriment tout à fait librement. Les émissions se tiennent comme celle-ci. Bien maintenant, il y a un cas malheureux, le décès du journaliste dont on parlait tout à l'heure. Assassinat, pas décès, assassinat. Il est assassiné, mais c'est un décès, non? Il est mort, non? La qualification de fait, maître, vous êtes un avocat. À la fin, la qualification de fait est importante. Vous ne pouvez pas dire le décès de Martinez Zogo. L'assassinat de Martinez Zogo. Comment vous avez su que c'est l'assassinat? Puisque jusqu'aujourd'hui, moi, j'attends.
J'attends encore. Tous les gens sont présumés innocents. Il n'y a pas encore une décision, je pense, sous votre contrôle. Ok. Alors, il est mort, mais on n'est pas sûr qu'il est On ne sait pas si c'est un assassinat, si c'est une torture. On revient là. Vous mettez même en doute le travail du juge d'instruction. Monsieur, vous croyez, qu'est-ce que vous croyez? Mais moi, si j'étais avocat, moi je suis avocat. Vous venez me dire quoi? D'accord, donc nous allons parler à Maître Tsikati. Maître, est-ce que vous relativisez comme Maître Tegem cette sortie de l'honorable Kouafé? Parce que la question que beaucoup de Camerounais se posent en lisant ce discours, en écoutant ce discours, c'est finalement on a élu ces députés pour quoi faire? Puisqu'on dit qu'on les voit par l'Assemblée nationale, et pas d'absentéisme, et elle dit que c'est par au forceps, n'est-ce pas, qu'on a pu obtenir le quorum nécessaire pour la tenue des séances? Bon, bien sûr, je vais répondre aux questions du Val. Permettez-moi de dire deux petits mots sur certains propos de Maître Tegem, qui estime que la DGRE ne peut pas être mise en cause tant qu'il n'y a pas une décision de justice qui est rendue. Je voudrais quand même lui rappeler qu'au-delà de la responsabilité pénale ou bien la responsabilité judiciaire, il y a la responsabilité politique. Et à partir du moment où il est incontestable que des agents de la DGRE ont été impliqués dans une opération clandestine qui consistait à museler un journaliste et qu'ils ont opté de l'assassiner pour cela, on n'a pas besoin d'attendre la décision de justice pour dire que la responsabilité politique de la DGRE est engagée. Parce qu'il n'est pas du rôle des agents de renseignement de torturer à mort des individus. Maintenant que j'ai dit ça, pour revenir à l'observation de la députée, la doyenne d'âge, Mme Kouafé, je pense qu'elle a raison dans la mesure où elle dénonce un fait que nous connaissons tous. En général, lorsque vous regardez les sessions parlementaires, notamment les sessions de l'Assemblée nationale au Cameroun, vous constatez que les 3/4 de la salle sont vides. Les seules sessions qui font souvent le plein, il y a la session de plein droit, où les députés viennent recevoir leurs attributs parlementaires, mais par la suite, on constate que les députés ne sont pas très souvent présents pendant les sessions parlementaires. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Ça s'explique par le fait que le mécanisme même d'investiture des députés du RDPC, c'est un mécanisme mercantile. C'est un mécanisme de connivence. Il n'a jamais été question au sein de ce parti de choisir des personnes qui sont capables, en parfaite indépendance d'esprit, de défendre les intérêts de la nation. Lorsque vous êtes investi député du RDPC, ça se voit dans leur façon de faire. Moi, je me suis même posé la question de savoir où est-ce que Mme la doyenne d'âge a pris le cran pour parler comme ça. Ah oui, parce qu'on a connu d'autres députés du RDPC, les Adama Maudit, qui ont parlé de cette façon avec autant de courage et de témérité. Mais dans le mandature qui a suivi, ils n'ont pas été investis. Tout à fait. On a connu, je ne sais pas, Dieudonné Oyono, en tout cas le député Oyono, du Sud. Donc je pense qu'elle est en train de dénoncer un phénomène que nous connaissons tous. Elle est dans son rôle de parlementaire. Je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez contrôler l'action gouvernementale alors que vous êtes impliqué, par exemple, dans les marchés. Tout le monde sait que des ministères. Oui, les marchés des ministères. La plupart des députés du RDPC sont des députés, il y a même certains députés de l'opposition, sont des députés qui sont dans des affaires mercantiles pour gagner des marchés publics. Et vous pensez qu'un député comme ça peut défendre la nation comment? Il va contrôler l'action gouvernementale sur quelle base? C'est un député qui est là pour les combines, des petits arrangements. Mais je crois que Mme Kouafé, qu'elle aille beaucoup plus loin dans ce... Parce que le véritable problème, c'est qu'elle fait, c'est le constat que tout le monde fait. Et c'est là où son observation a une certaine limite. Moi, j'aurais préféré qu'elle apporte une piste de solution. Elle a demandé aux députés de se ressaisir. Non, les députés déjà compromis ne peuvent pas se ressaisir. Vous ne pouvez pas demander à un député qui est là, face à un ministre à qui doit poser des questions pertinentes. Mais un ministre dont il sait qu'il attend le paiement des marchés, vous ne pouvez pas demander à un député pareil d'être indépendant, d'être efficace. Quand le ministre parle, il observe, il applaudit, il rit. Donc, quand je dis que Mme Kouafé aurait pu aller beaucoup plus loin, la solution, c'est le mécanisme de désignation des députés. Et cela passe par l'acceptation de la démocratie par tous les acteurs
de la scène politique. Quand je parle de l'acceptation de la démocratie, ça veut dire qu'il faut d'abord que les mécanismes d'investiture des députés soient des mécanismes crédibles dans tous les partis politiques. Le Cameroun, c'est l'un des rares pays où vous voyez des gens arriver à l'Assemblée nationale sans jamais les voir sur la place publique pour un problème politique. Un pays comme le Sénégal, tous les députés sont des gens qui sont sur le terrain. Au quotidien, ils sont là, en train de parler aux gens. On juge de leur capacité d'assumer la fonction parlementaire. Au Cameroun, la plupart des députés du régime, c'est des hommes d'affaires. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, et quand Madame le député, bon, elle désapprouve le fait qu'il n'y ait pas une véritable politique pour lutter contre l'exode des jeunes vers l'aile de... Mais ça aussi, c'est dénoncé. Mais est-ce qu'on serait là face à ce type de phénomène si on avait un système de gouvernance transparent, avec à la tête de l'État des gens qui sont élus selon un processus électoral crédible? C'est-à-dire des gens qui travaillent sachant très bien que lors des prochaines échéances électorales, ils seront jugés sur la base d'un bilan. Et que si le bilan est mauvais, il y a de fortes chances que le peuple leur retire la confiance pour attribuer à de nouveaux élus. C'est ça le débat. Le constat que Madame la députée fait, il est bien. Il est bien, mais autre chose. Moi, je pense aussi que dans une société, il faut être capable. J'ai parlé tout à l'heure d'Adama Modi, j'ai parlé du député Oyono, l'ancien député. Mais il faut aussi, à un certain moment, être capable d'avoir ce sursaut, ce réflexe idéologique qui consiste à dire « je vais m'affranchir de ceux qui ont décidé de me mettre là, tout simplement parce que je vais d'abord penser au peuple ». Moi, je m'interroge sur la question de savoir qu'est-ce qu'un député qui gagne des marchés publics, qui roule dans des grosses voitures grâce à l'argent issu du trésor public. Qu'est-ce qu'il peut ressentir lorsqu'il voit qu'il est dans sa grosse voiture, à côté, non seulement il est dans un embouteillage qui est interminable, mais à côté de lui, il a des gamins qui sont là en train de vendre, des gamins en haillons qui vendent des choses avec des plateaux. Alors qu'ils sont censés être à Oui, l'école. oui. Alors que lui, il est censé accompagner le gouvernement par le contrôle pour que ces jeunes-là ne soient plus comme ça. Qu'est-ce qu'un député comme ça ressent? C'est ça, c'est voilà la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'un député ressent lorsque, chez lui, il a la possibilité, avec l'argent issu des marchés publics, de construire des gros forages, alors qu'il sait très bien que dans la ville, la plupart des gens ne sont pas capables de boire de l'eau potable. Ici, dans la ville de Douala où nous sommes, nous savons très bien que les 3/4 de la population de Douala n'ont pas accès à l'eau potable. Vous avez des quartiers où le réseau d'adduction d'eau n'existe pas, à tel point que les habitants sont obligés de recourir au forage, par exemple. Et vous savez ce que l'administration fait? Ou d'attendre le camion de Madiba. Oui, ils attendent le camion dans certains cas. Et vous savez ce que l'administration fait? Je connais des quartiers où la mairie, à Douala, la mairie a envoyé des invitations aux propriétaires des forages pour leur dire qu'il faut une réunion de concertation pour désormais taxer les forages. C'est que je dis, j'ai des preuves, hein, je n'invente pas. Donc, moi je pense que Madame Fegueux, je la félicite pour ce qu'elle a fait. J'espère que ce n'est pas une démarche politicienne, mais c'est déjà bien au moins de mettre au goût du jour, voilà, des aspirations qu'un député normal devrait avoir. Et j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi Maître Tegem, il veut toujours tout confiner dans le petit microcosme du RDPC. Ça veut dire, non, c'est une députée qui s'exprime, on est en démocratie, normalement les choses entre parlementaires ne doivent pas être mises sur la place publique. Mais vous avez des pays où le Parlement a une chaîne de télévision. Ouais. Ça veut dire que pendant les sessions parlementaires, tout le monde voit ce qui s'y passe. Donc ça m'étonne quand même de voir un jeune comme Maître Tegem qui persiste à vouloir nous confiner dans un retard. Je dirais même qu'il veut nous ramener en arrière. Alors Edmond Kangia, il semble qu'au sein du RDPC, lorsque on prend de l'âge, on développe une sorte de lucidité qui permet de voir des choses de façon un peu plus objective. Quand je le dis, je pense au sultan des Bamoun, en tout cas le feu sultan Boumoudjoula, qui, à l'ouverture du grand dialogue national, avait fait un réquisitoire semblable, qui avait été pratiquement mal pris par un certain nombre de militants du RDPC. Aujourd'hui, on voit avec la matriarche Laurentine Kouafegueux qui prend son courage, qui adresse vertement la question, j'ai failli dire une opération, une chirurgie sans anesthésie,
de la situation qui prévaut dans notre pays. Oui, on peut le dire ainsi. Mais aussi, il ne faut pas évacuer les considérations politiciennes. Parce que les considérations politiciennes sont importantes dans l'analyse d'un contexte sociopolitique où les échéances électorales prochaines sont prévues. Mais ça n'enlève rien au contenu et à la qualité des propos de l'honorable Madame la doyenne d'âge, Madame Coiffegueux, parce que tout ce qu'elle a dit est basé sur la réalité. Ce sont des faits. Et puis ça me rappelle même la précédente législature où des propos presque semblables allaient dans le même sens. C'est-à-dire la République des scandales, parmi lesquels l'affaire Martinez-Zogo, l'assassinat de Martinez-Zogo, scandale Covid-Gate, scandale des chantiers de la Cannes, tout est scandale. Et ce qu'elle vient de dire est complémentaire, va dans le même sens de ce qui avait été dit bien auparavant. Oui, on peut également le dire, plus les députés prennent de l'âge, plus ils n'ont aucun intérêt. Ils s'affranchissent. Ils s'affranchissent en fait, ils se libèrent. Puisqu'à un certain âge, et c'est même propre à l'Afrique, à un certain âge, on ne devrait plus mentir. On doit dire la vérité. Quand on approche un certain âge, on dit l'âge de la sagesse. Et vous faites bien de rappeler, de regretter mémoire, Sa Majesté, le sultan Ibrahim Bobadjah, avait eu en son temps au Sénat, comme lors des joutes électorales politiciennes du RDPC à l'ouest, personne de ressources dans la région, il a toujours eu à rappeler un certain nombre de faits qui restaient d'actualité. Sans doute préoccupé par la postérité, par la stabilité du Cameroun. Il disait entre autres choses que le chef de l'État, le président de la République, doit avoir le courage d'accepter que le mandat présidentiel soit ramené à ce qu'il l'était avant. Il a même proposé qu'on rentre à 5 ans renouvelables une fois. Ibrahim Bobadjah l'avait dit. Qu'on passe un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois. Il a fait d'autres propositions allant dans le sens d'une démocratisation forte du Parlement. Un scrutin à 2 tours. Il avait même proposé ce que l'opposition dans les années de Braise avait proposé. Un scrutin majoritaire à 2 tours pour l'élection présidentielle. J'ai dit, il l'a proposé en son temps, de son vivant. Mais il n'a pas été écouté. Il n'a pas été écouté. Aujourd'hui, où le débat se pose sur la réforme du système électoral, et notamment sur la réforme, sur un nouveau code électoral qui rentre dans le cadre de la réforme du système électoral, je pense que ces propositions ont un sens, ont du sens. Et il est important que toutes ces propositions qui ont été faites par, j'appellerais les sénateurs et les députés progressistes, patriotes du RDPC soient prises en compte. Parce qu'en réalité, ils sont minoritaires. Dans le RDPC, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, qui osent dire des choses. C'est quand ils approchent un certain âge qu'ils parlent, en toute liberté. Mais est-ce qu'un député de la nation doit s'abstenir de dire la vérité à son peuple? Non, que non. Il ne doit pas attendre d'avoir l'âge octogénaire, septuagénaire, octogénaire, pour s'affranchir, n'est-ce pas, de la discipline du parti dans le cadre de certains projets de loi ou dans le cadre de certaines discussions qui intéressent la nation, par exemple. Et jusqu'aujourd'hui, je m'en inquiète. Vous savez quoi? Le Parlement du Cameroun n'a jamais ouvert un débat sur la crise anglophone qui s'est transformée en guerre jusqu'aujourd'hui. Nonobstant le dialogue, le supposé grand dialogue que nous avons connu en 2019, qui n'a pas apporté les fruits escomptés parce que tout était pipé à la base. J'ai dit jusqu'aujourd'hui, la crise a commencé en 2016, s'est transformée en guerre en 2017, il y a plusieurs milliers de morts. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu, et j'insiste là-dessus, aucun débat parlementaire sur le drame, la tragédie, sur la guerre fratricide dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est regrettable que les députés du RDPC, majoritaires au Parlement, sénateurs du RDPC, majoritaires au Parlement, aucun d'eux, même ceux qui sont censés être des doyens à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, n'ont maudit jusqu'aujourd'hui. Ils n'en parlent pas. Alors que ce sont nos frères et sœurs qui meurent tous les jours.
Sur cette question, il faut rappeler qu'il y a des députés SDF, je crois en 2017 ou 2018, qui avaient essayé de poser la question à l'Assemblée nationale. C'était, leur porte-parole était l'honorable Joseph Urba, qui aujourd'hui est malheureusement en exil. Alors, vous avez parlé des députés qui posent des préoccupations des citoyens au quotidien. Il y en a un qui très souvent prend la parole à l'Assemblée nationale dans ce sens justement, c'est Jean-Michel Nithieu. Et Jean-Michel Nithieu a fait une nouvelle sortie cette semaine. Il annonce qu'il a déposé plusieurs plaintes au tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé. Une plainte contre Paul Biya, président de la République du Cameroun et président national du RDPC. Une autre contre Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République pour usurpation de fonction. Je rappelle, hein, Edmond Kamgia, que dans le sillage des commentaires en rapport avec ces plaintes-là, il y a des gens qui ont rappelé qu'il y a un décret présidentiel qui date du 5 février 2019 et qui attribue une délégation permanente de signature au secrétaire général de la présidence de la République, une délégation permanente de signature et non une délégation permanente de pouvoir. Parce qu'il faut faire la nuance et qu'il se prévaut justement de ce décret présidentiel pour agir tel qu'il le fait. Alors, la question que je pose, parce que le débat c'est à ce niveau-là, est-ce que ce sont des plaintes qui, de votre point de vue, peuvent être compréhensibles? D'abord, la plainte contre le chef de l'État qui occupe à la fois, qui cumule, hein, parce que là, il y a une fonction de président de la République et une autre fonction, celle de président national du RDPC, et sont des fonctions électives qui, du point de vue de l'honorable Jean-Michel Nithieu, sont interdites par la Constitution du Cameroun. D'abord, commençons peut-être par cet aspect, avant d'arriver sur la question de l'usurpation de fonctions du secrétaire général de la présidence de la République, selon la plainte de l'honorable Nithieu. Oui, député Jean-Michel Nithieu, il est très présent sur la scène politique, en commençant par la scène parlementaire, où il hausse le ton, où il est très présent. Et je pense que si la majorité des députés travaillaient un peu comme Jean-Michel Nithieu, je crois que nous aurions eu un Parlement plus démocratique, plus dynamique. Malheureusement, il est minoritaire dans sa position, parce que même dans l'opposition parlementaire, il est presque esselé, unique dans sa fonction tribunicienne, où il débat, pose les problèmes réels des Camerounais. Ceci dit, revenons un peu sur le contenu de ces plaintes, à commencer par celui relatif au fait que le président de la République aurait en réalité dû se départir d'une de ses fonctions électives. Il a raison. Il a raison sur le plan politique comme sur le plan légal. Voyez-vous, le président de la République, Paul Biya, est le président de la République du Cameroun. Il est président national du RDPC depuis la naissance. Je préfère dire la naissance plutôt que la création du RDPC. Le RDPC est né le 24 mars 1985 à Bamenda, suite au changement de nom entre l'UNC. L'UNC est devenu RDPC. Le RDPC n'est pas créé. Il est né. Né des cendres de l'UNC. C'est important de le souligner politiquement comme juridiquement. Parce que je vais vous dire, et ça me permettrait de soulever un débat juridique ici. Si je vous dis que le RDPC est illégal, ça va poser des débats. Pourquoi il est illégal? Parce qu'en réalité, avec la loi du 19 décembre 1990 sur les partis politiques, tous les partis politiques, on l'a vu, y compris l'UPC, ont dû se relégaliser à nouveau. L'UPC, qui était déjà légal depuis le 10 avril 1948, a été interdite le 13 juillet 1955. Mais une partie de l'UPC est rentrée dans le gouvernement, Souaïdjo, les ralliés, Maïmatip. En 1960, l'UPC était encore, une partie de l'UPC était dans les rangs. Il y a eu l'unification des formations politiques en 1966. Une autre partie de l'UPC est rentrée dans la clandestinité, mais d'autres étaient encore au pays. C'est pour vous dire qu'en réalité, j'ai dit et j'insiste, le RDPC n'est pas juridiquement créé. Alors ça, c'est un débat qu'on va refaire. C'est un débat à faire. Maintenant, maintenant, je reviens sur la question que vous avez posée. Je cite l'article 7, paragraphe 4 de la Constitution du 18 janvier 1996, portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 et complétée
par la dernière modification de 2008. Voici ce que dit le paragraphe 4 de l'article 7 de la Constitution du Cameroun. Je cite, « Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute autre activité professionnelle. » Fin de citation. L'élection du président Paul Biya comme président national du RDPC, est-ce une fonction élective publique? Oui. L'élection du président de la République Paul Biya comme président de la République tous les 7 ans depuis la réforme constitutionnelle, est-ce une fonction publique élective? Oui. Donc, là, présentement, Paul Biya, président national du RDPC, c'est une fonction publique élective. Paul Biya, président de la République, c'est à l'issue d'une autre fonction publique élective. Oui, il y a un problème constitutionnel. Et ce serait intéressant que le Conseil constitutionnel se saisisse sur cette question. À défaut que le Parlement puisse saisir le Conseil constitutionnel sur la question de, la question de cette incompatibilité entre les fonctions de président de la République et de président national du RDPC de Paul Biya. Alors maintenant, concernant le cumul de fonctions dont parle l'honorable Nitieux, concernant le secrétaire général de la présidence de la République. Oui. Vous voyez-vous, en 2019, lorsque ce décret est sorti, il y a eu un débat juridique sur la question. Notamment délégation de signature, c'était le cas permanent de signature, il y a aussi la question de la délégation de pouvoir. La Constitution a consacré des dispositions sur la délégation de pouvoir. Et je préfère commencer par citer ce que dit la Constitution du 18 janvier 1996 du Cameroun. Article 10, paragraphe 2. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. Paragraphe 3 du même article 10 de la Constitution. En cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement d'assurer certaines de ses fonctions dans le cadre d'une délégation express. Voilà ce que dit la Constitution. Alors, Maître Désiré Sikati, peut-être assez rapidement, est-ce que ces dispositions, ces plaintes introduites par l'honorable Jean-Michel Nitieux ont des fondements juridiques? Ou bien peuvent avoir un fondement juridique? Bon, déjà, peut-être que sur le plan des termes utilisés, il faudrait peut-être rectifier en disant qu'il ne s'agit pas de plainte. Dans la consonance juridique, la plainte, c'est beaucoup plus un acte par lequel on saisit une autorité judiciaire dans le cadre d'une affaire pénale. Voilà, donc on dit qu'il s'agit d'une plainte. Beaucoup de gens auraient le sentiment que l'action engagée par Jean-Michel Nitieux vise par exemple à demander à un juge de condamner M. Paul Biya ou M. Ngongo à une peine d'emprisonnement. Ce que j'ai lu, c'était des requêtes. Voilà, des requêtes adressées au président du tribunal de grande instance du Foundi, tendant à l'amener à interdire d'abord à M. Paul Biya de continuer à exercer les fonctions de président du RDPC. Bien entendu, Edmond a donné la disposition juridique, notamment l'article 7, alinéa 4 de la Constitution, qui est le fondement constitutionnel de cette incompatibilité. Le président de la République ne peut pas être en même temps président d'un parti politique. Il a le devoir de choisir. Et lorsque le président ne choisit pas, la loi a donné la possibilité au président du tribunal de grande instance de donner injonction à une autorité publique de faire ce qu'il refuse de faire. Donc, le président du tribunal de grande instance a juridiquement compétence pour dire à M. Biya, choisis soit d'être président de la République ou bien d'être président du RDPC. Ça, c'est concernant M. Biya. Concernant le secrétaire général de la présidence, je pense qu'à côté de ce que Edmond a déjà expliqué, notamment en ce qui concerne la délégation de signature, j'ai cru lire dans la requête de l'honorable Nitieux, qui pose également le problème
des hautes instructions. Voilà, donc parce que l'honorable Niché estime que sous le couvert de la formule des hautes instructions, on a le sentiment que le secrétaire général de la présidence de la République s'arroge les pouvoirs constitutionnellement dévolus et légalement dévolus au président de la République. Là aussi, ça nous semble pertinent pour la simple raison que les compétences légales du secrétaire général de la présidence de la République sont organisées par un décret qui, me semble, est le décret du 5 décembre 2011. Lorsque vous lisez ce décret-là, vous n'avez pas le sentiment que le secrétaire général de la République et le secrétaire général de la présidence de la République peut, à travers des formules comme haute instruction, voilà, donner le sentiment de gouverner en lieu et place du président de la République. Et en réalité, au-delà du problème juridique qui est posé à juste titre par Honorable Nitieux, nous pensons qu'il y a un problème parce que la démarche, en fait, qu'il essaie d'amener, c'est quoi? C'est de mettre les gens devant leurs responsabilités politiques. On est au Cameroun, on sait forcément comment ça va se terminer devant les autorités judiciaires, mais je suis convaincu que l'honorable Jean-Michel Nitieux est en train de mettre les gens devant leurs responsabilités sur le plan politique. Il met le peuple camerounais devant ses responsabilités en l'informant de ce que le président est dans une situation d'illégalité constitutionnelle. Okay. Et que même les formules haute instruction que l'on voit souvent dans certaines correspondances administratives qui sont signées, oui, que c'est des formules qui souvent donnent l'impression d'être une forme d'usurpation des compétences du président de la République. Alors, Maître Georges Teghem, réaction, il semble qu'au RDPC, pour vous, c'est un débat inutile. Écoutez, Maître Sikati a dit tout à l'heure qu'il y a des députés qui sont des affairistes. C'est lui qui a dit, hein, c'est pas moi. Moi, je ne vais pas m'occuper de quelqu'un qui anime la galerie. Est-ce que Edmond Kambia l'accompagne dans cela? Bon, c'est un plaisir. Il dit que la loi de 96 dit que le RDPC n'existe pas. C'est écrit dans la loi que les dispositions de la présente loi s'appliquent aux partis politiques qui avaient une existence légale au moment de sa promulgation. C'est écrit dans la loi de 96. Il dit qu'il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale sur la crise anglophone. Le co-gérant des collectivités territoriales décentralisées, c'est une réponse à la crise anglophone. Et pour l'adopter, il y a eu débat. Donc, c'est débat sur la crise. Mais excusez-moi. Il n'y a jamais eu débat. Excusez-moi. Quand le feu sénateur du Sud-Ouest avait parlé et il avait pris des libertés comme Mme Kouafégue, vous vous en souvenez pas? Est-ce que c'est un débat? C'était à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'était un débat? Vous parlez au Sénat. Vous êtes sénateur. Vous êtes déjà... Vous m'avez dit... Moi, tout le monde a parlé. Moi, on n'a pas... Allez-y. Maintenant, sur la sortie de l'honorable Nitieux, est-ce que les dispositions... Je vais parler pour un. M. Edmond Kambia a donné une réponse claire et limpide. Okay. Un, aucune fonction publique élective. C'est député, conseiller municipal, les fonctions publiques électives. Deux, sur la délégation des signatures, le président de la République, là de la lecture, peut déléguer ou à toute autre autorité administrative. C'est parfaitement légal, c'est constitutionnel. Il délègue à qui il veut, il reprend à qui, quand il veut. J'ai vu celle qu'il avait donnée en 84, je crois, en 83, à Bouemachoui. Oui, donc c'est pas une affaire nouvelle. Lui-même, il en a reçu quand il était secrétaire général de la présidence de la République. Oui, c'est une pratique. C'est vrai que Jean-Marie Atanamibara, dans son ouvrage qu'il a appelé le secrétaire général de la présidence de la République, texte et réalité, indique que le président de la République lui avait d'ailleurs proposé un jour de préparer un projet de décret dans ce sens pour lui donner une délégation spéciale. Et il a précisé que lui-même, Paul Biya, en recevait du président Aïdjo lorsqu'il allait faire les check-ups médicaux à l'étranger parce que, bon, il ne savait jamais comment cela pouvait s'achever. En tout cas, le débat se poursuit. Aristide Monod, très rapidement, en quelques secondes sur cette question, l'analyse politique de cette question qui, de toute évidence, est juridique. Je crois que les avocats se sont prononcés. Il y a un véritable souci dans l'interprétation de l'expression fonction publique élective et également la question des activités professionnelles. Est-ce que être président national du RDPC, cela signifie qu'on est dans la fonction publique, déjà la fonction publique élective? Est-ce qu'on est dans des activités professionnelles? Moi, je vais utiliser mon temps de parole pour aider les Camerounais sur un autre plan. Il me semble que de notre petite posture, déjà de chercheurs en sciences politiques, ça veut dire d'avoir fait des études en sciences politiques,
de pratiquants au quotidien de l'activité politique, même si c'est sous la forme des activités parapolitiques, il est de notre devoir d'attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur certaines pratiques qui plombent l'activité politique au Cameroun, l'activité démocratique. Il est incompréhensible que, à chaque veille d'élection présidentielle au Cameroun, que l'ogre gouvernant essaye de monter des fausses oppositions avec des faux opposants pour contrer les dynamiques intègres ou les dynamiques déterminées à pouvoir mettre un terme au pouvoir éternitaire de M. Paul Biya. Il est de bon ton pour nous autres de la société civile de dire à l'opinion, d'indiquer à l'opinion qui sont les hirondelles politiques, qui sont des bandits politiques entre guillemets, qui sont des malhonnêtes politiques au Cameroun. Il est inconcevable que pendant l'intersaison électorale, que certains anciens candidats aux dernières élections présidentielles ou aux élections générales disparaissent pendant toute cette période-là et réapparaissent uniquement pendant des élections présidentielles. Vous faites allusion aux coalitions pour venir créer, pour venir s'aimer le doute, pour venir s'aimer le trouble. Il est important de savoir aujourd'hui que si M. Biya s'éternise au pouvoir, c'est parce qu'il n'y a jamais eu une opposition déterminante et il travaille dans ce sens. Il met sur pied des dynamiques pour démanteler toutes ces mutualisations de force. Et aujourd'hui, nous sommes à même de dire aux Camerounais qu'il y a tout un cabinet noir qui a été mis sur pied. Des mallettes ont circulé et vont encore circuler davantage. Il y a des propositions qui sont en train d'être faites pour détruire toute dynamique d'opposition intègre et déterminée pour en découdre définitivement avec le RDPC en 2025. S'il vous plaît, à la régie, 2 minutes, je vous en prie, pour permettre à Edmond Kamgia de dire un mot rapidement sur cette question, la question de ces coalitions qui se forment et que Aristide Mono dénonce ces coalitions qui se mettent en place à la veille des élections au Cameroun. Oui, en fait, ce n'est pas un fait nouveau, les coalitions. On en a connu au pays depuis les années de Braise. Il y a toujours une coalition dynamique pour le changement et une contre-coalition qui vise à saper tout le travail que fait la véritable coalition qui vise le changement. Et dans le cas d'espèce, je voudrais tout simplement dire qu'il y a une coalition qui est considérée, qui a pour appellation APC, l'Alliance politique pour le changement, où il y a le MRC, le FCC et beaucoup d'autres formations politiques de l'opposition. 32 au dernier décompte. Oui. 32 partis politiques au dernier décompte. 32 partis politiques au dernier décompte. Et il y a une autre coalition qui s'est formée à côté d'un groupe que Aristide Mono a appelé les hirondelles politiques. C'est-à-dire que le PCRN, je peux citer, le parti d'Olivier Billet et d'autres formations politiques, et un groupe de Camerounais, de la société civile ou des partis politiques qui ne jouent pas franc jeu. Et des roublards qui font dans la roublardise politique, le banditisme politique, ceux-là je ne vais pas les citer, ils sauront se reconnaître. C'est pour dire qu'en réalité, les échéances de 2025 approchent, et puis il est bon que les téléspectateurs, notamment les Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, sachent que s'ils veulent que le Cameroun change, ils doivent aller massivement aux urnes, défendre leur voix, contrôler leur voix, et veiller à ce que, s'ils veulent que demain, ceux qui vont prendre le pouvoir leur donnent ce qu'ils attendent depuis l'eau, de manière permanente et régulière, l'électricité, mettre fin à la vie chère, qu'ils aillent dans le change du véritable changement. Et cela ne peut pas se faire dans le cadre d'une coalition qui vise le banditisme politique. Ils vont trouver les moyens pour financer ça. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous pensons que, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, on a eu des expériences dans le passé. Il y a eu une coalition, une véritable coalition en 92, qui avait porté à sa tête ni John Frundi. Et cette coalition, avec des fortes personnalités, des partis politiques et des associations de la société civile. À côté d'eux, il y avait des partis politiques qui ne sont jamais rentrés dans la coalition. Quand ils sont rentrés plus tard dans la coalition, c'était pour saper le travail des patriotes qui voulaient le véritable changement. C'est pour dire qu'en réalité, il faut rester ouvert. Je demande quand même de rester ouvert, de bien lire, écouter les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, et de voir dans quel sens le message qu'on envoie va dans leur intérêt ou pas. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Aristide Mono, Maître Georges Teguin, Maître Stikati et Edmond Kamgia. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de droits de réponse. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.